Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette visio. Suite à de divers problèmes, on a donc pris le quart d'heure avironné comme il est de rigueur. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bastien Meyer, qui est vice-président des jeunes agriculteurs de Savoie, qui va être là pour répondre à nos questions et raconter ce qu'ils ont vécu donc à partir du mois de juin et sur l'été qui a suivi. Je souhaite que ça puisse répondre à de nombreuses questions pour l'ensemble d'entre vous. Et je tiens à vous préciser que donc, ces échanges sont enregistrés et ils seront remis à l'ensemble du réseau sous forme d'enregistrement et disponibles pour une relecture ou pour une lecture pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui présents. Merci à tous et je te laisse Bastien prendre la parole et faire un point, je pense, d'histoire par rapport à ce que vous avez vécu. Bien, bonjour à tous. Du coup, Bastien Meyer, je suis vice-président des JA de Haute-Savoie et je suis installé en Beauvais-en-Laye, à une dizaine de kilomètres des premiers foyers de DNC qui ont apparu fin juin. Si je vous reprends un peu le déroulé de façon chronologique de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a vu. La maladie, elle apparaît chez nous à la fin juin, on la connaît pas. Personne ne la connaît, personne n'est trop capable de nous en parler. Donc, dès le début, on s'est mis dans une posture de suivre l'avis des scientifiques et des personnes qui connaissaient cette maladie. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Et la première mission qu'on pouvait avoir, c'était déjà juste de soutenir les éleveurs qui étaient touchés par cette maladie. Et que ce soit côté JA Savoie ou Haute-Savoie, en fait, dès les premiers cas de DNC, on s'est retrouvé à participer aux annonces chez les éleveurs, de façon à ne pas les laisser affronter seuls la nouvelle face à l'administration. Donc, c'est-à-dire qu'on a trouvé extrêmement important d'être là, non pas pour leur dire aux éleveurs ce qu'il fallait faire, on n'a jamais été dans cette posture de dire à l'éleveur, ben, signe ou signe pas l'arrêté de dépeuplement, mais c'était d'être là pour l'accompagner et de l'accompagner dans son choix. Donc les premiers cas passent et de plus en plus, ben, on apprend des choses sur la maladie, on apprend voilà, on apprend les vecteurs, les facteurs de transmission, et on voit quand même sa gravité, et c'est aujourd'hui un petit peu ce qui est remis en cause, mais sur les premiers troupeaux qui ont été touchés, le temps que la maladie soit détectée par le biais des animaux qui développent des symptômes, en fait, on a vu quand même la maladie évoluer. Les vétos, entre le moment où ils vont voir le premier animal qui présente des symptômes et le moment où la maladie elle est certifiée sur ce troupeau-là, il se passe quand même presque une quinzaine de jours. Et en fait, sur les derniers jours et sur la dernière semaine, entre le moment où les vétérinaires de notre secteur prennent conscience que ça peut être de la DNCU parce qu'ils ont appris par le biais d'autres collègues, etc., que ça arrivait d'Italie. Il y avait déjà le GDS qui avait fait une publication, etc. Donc, ils ont dit, tiens, est-ce que ce serait pas ça? Et les symptômes évoluant avec de plus en plus de réactions cutanées, donc des nodules, ils ont dit, ben, c'est peut-être ça. Donc, ils ont été chercher, ils ont été faire les analyses. Donc, à l'époque, il y avait qu'un labo qui était à même de les faire. Donc, ça a pris un peu de temps. Et donc, en fait, sur ces premières fermes, parce qu'au final, il n'y en avait pas qu'une, mais sur les deux premières fermes qui étaient des fermes voisines, en fait, les symptômes, on les a vus évoluer quand même. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'abattage, en gros, quelques jours après les résultats positifs des tests, il y a quasiment 9 animaux sur 10 qui sont malades. Et qui présentent des symptômes, une part des animaux qui a déjà été abattue parce que dans un état trop compliqué et dans une grande souffrance. Donc, du coup, voilà. Et donc, le premier dépeuplement total a lieu. Et en fait, dans les jours qui suivent, eh ben, très vite, les cas autour apparaissent, quoi. C'est-à-dire que rapidement, la vache qui avait de la fièvre, elle a des nodules. La vache qui a des nodules, ben, les nodules sont visibles. Les gens prennent conscience, commencent à regarder. Et donc, très rapidement, les premiers cas explosent. Et donc, nous, on prend part auprès des éleveurs dans une posture de soutien. Donc, d'annonce au moment ben, voilà, de l'annonce des résultats positifs, pour accompagner l'éleveur, pour nous aussi pouvoir défendre l'éleveur auprès
auprès de l'administration, puisque notamment chez nous, avec quelques troupeaux qui étaient en entravé avec des vaches à la tâche, enfin des bâtiments entravés, les éleveurs voilà, souhaitaient que, et même tous les éleveurs, hein, quelle que soit la forme du bâtiment, voulaient que les animaux partent dignement, dans le calme, etc. Ils ont quand même relativement tous pris une posture de responsabilité et de dire on va protéger nos voisins et on va faire en sorte que la maladie ne s'étende pas et que nos voisins ne soient pas touchés. Et donc, du coup, majoritairement, ils acceptent l'abattage, mais nous, on était là quand même pour certifier que les choses se fassent comme il faut, ou en tout cas pour encourager et discuter avec l'administration pour que les choses se fassent comme il faut. Ça a été dans un premier temps de demander la sédation sur les troupeaux avant l'euthanasie. Donc, ce qui a permis quand même de faire des dépeuplements qui se passent. Alors, le mot bien, il est difficile à dire, mais qui se passe dans le calme et les choses se font relativement proprement, entre guillemets, avec des images qui restent le moins violentes possible pour les éleveurs. Et nous, du coup, Oui. en fait, on va proposer, on a même Oui, proposé bonjour. Pas directement du tout. de les remplacer dans ces Ça marche moments-là. pas. Les remplace dans ces moments en disant si vous voulez, voilà, au moment où les Alors, peuples attends, je vais t'envoyer là, de ce pas et, le et lien. Hop, attends, parce que je viens de l'envoyer à quelqu'un d'autre. du coup, voilà, donc en fait, on se retrouve à aller avec une équipe de jeunes chez nous. Et au début, c'était pas mal des JA, et après, ça a été pas mal de personnes voilà, de la Fédé ou des voisins à remplacer les éleveurs dans ces moments-là. Ou en tout cas, pour ceux qui souhaitaient être présents, c'était d'être là pour les accompagner, que si au milieu, voilà, à un moment donné, ils ne pouvaient plus supporter ou quoi, c'était de pouvoir leur parler avec nos mots qui sont les mêmes que les leurs, avec le même langage qu'eux. Et donc, voilà, de permettre que ce moment dramatique le soit le moins possible et qu'en tout cas, il laisse le moins de traces possible, même s'il ne faut pas se leurrer, ça laisse des traces. Et même aujourd'hui, ceux qui ont quasiment tous repeuplé le disent, voilà, que ça reste quelque chose quand même de très marquant et dont on ne se débarrasse pas comme ça du jour au lendemain. Et après, dans les jours qui suivent, c'est de continuer à prendre des nouvelles, à appeler les éleveurs. Et depuis des semaines et maintenant des mois, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on est en contact avec tous les éleveurs qu'on a pu suivre, de façon à déjà à parler avec eux, à rester près d'eux et puis de continuer à pouvoir aider sur les points qui coincent, que ce soit administratif, dans l'établissement des dossiers. Donc, notamment, la Chambre d'agriculture a fait un gros job là-dessus aussi. C'était pour épauler les agris dans la partie administrative, pour les aider à remplir les dossiers, etc. Et puis après, voilà, au niveau de la MSA, il y a eu un gros élan de solidarité aussi qui s'est mis en place. Où il y a le dispositif Réagir de la Chambre, donc en lien avec la MSA, avec des psychologues, etc., qui a fait un gros boulot aussi auprès des éleveurs pour essayer voilà, de les soutenir au maximum. Et donc, voilà, dans les premiers temps, on prend cette posture uniquement de soutien et on fait très peu de communication, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de récupération syndicale ou on ne veut pas se mettre dans une posture syndicale pour dire voilà, on était là en tant qu'agriculteur pour aider d'autres agriculteurs. Et plus la maladie avance, plus voilà, les cas quand même se multiplient, mais on obtient aussi de plus en plus de réponses à nos questions quand même. On se renseigne auprès d'épidémiologistes, de personnes qui ont étudié cette maladie, qui aujourd'hui interviennent un peu dans les réseaux et qui avaient étudié cette maladie dans d'autres pays. Et donc on comprend que cette maladie, effectivement, est grave quand même. Nous, on l'a vu sur les premiers lots touchés, on l'a vu sur certains lots qui ont traîné, puisqu'on avait 2-3 endroits où il y avait des lots d'animaux qui étaient un peu escarpés, etc., qui étaient un peu moins suivis ou surveillés, et où, quand les symptômes apparaissent, ils sont assez forts. Et on voit quand même des troupeaux à des endroits où on est à largement plus de 50% de mortalité. Quand même, moi, j'ai vu un lot dans les derniers qu'on a pu faire, où voilà, il y avait 6 génisses sur les 6. Il y en a 3 qui peuvent déjà plus se lever au moment où on fait le dépeuplement. Et les 3 autres, elles sont pourries de nodules. Des vaches c'est des zombies, quoi. Elles sont pourries vivantes. Et ça, voilà, c'est des choses qu'on a peu vues, puisque en élevage et en élevage laitier encore plus, quand les symptômes apparaissent, on les voit très vite.
vu que les animaux, on les voit tous les jours, sur des vaches laitières, on voit très rapidement les symptômes arriver. Et donc, du coup, dès qu'il y a une vache qui présente des petits symptômes, on le voit. Et c'est là qu'en fait, c'est très difficile puisque cette maladie, elle est extrêmement vicieuse. Et les animaux symptomatiques, c'est que la partie voilà, qui sort de l'iceberg. Et dessous, ça cache énormément de cas qui sont en fait positifs, qui sont des porteurs sains et qui transmettent de la maladie. Et ça, on a pu s'en rendre compte, puisqu'au final, des vaches symptomatiques, on en avait très peu au début. Et puis en quelques semaines, on se retrouve avec des vaches partout, enfin avec une maladie qui s'est étendue partout et avec au final assez peu d'animaux symptomatiques à la base. Donc ça montre bien que voilà, la dangerosité de cette maladie et son côté vicieux, c'est qu'un animal malade, c'est pas un animal qui présente que des symptômes, et que quand un animal présente des symptômes, c'est plutôt la phase finale, et que en fait on est déjà très tard dans la lutte de la maladie, et que la maladie elle est déjà bien passée, quoi. Et après, si on laisse évoluer les jours, et ben ces animaux qui présentent des symptômes, ils sont extrêmement contaminants et contagieux pour les autres, puisque par le biais voilà, des croûtes, des nodules, etc., ils dégagent beaucoup de maladies et donc ils en transmettent beaucoup autour d'eux. Et plus on fait augmenter la charge virale et cette pression-là, plus il y en a, plus les cas sortent, etc. Et souvent, ce qui se passait, c'est qu'au moment où il y avait les premiers symptômes, le temps que l'analyse se fasse et le jour où on arrivait pour faire le dépeuplement, ça se faisait dans une échelle de temps qui était extrêmement rapide, de l'ordre de peut-être 5 jours au début, et puis après, en 3-4 jours, c'était fait, quoi. Et en fait, on se rend compte quand on arrive sur les dépeuplements qu'il y a d'autres animaux qui présentent des symptômes, que en fait la maladie elle est bien en train d'évoluer. Mais c'est très déroutant à voir et à faire, puisqu'au début, effectivement, nous, les premiers lots, il y a des endroits où on n'arrivait même quasiment pas à voir la vache qui présentait des symptômes. Et là, on se dit, enfin voilà, moralement, c'est très difficile de croire des choses qu'on ne voit pas. Mais après, à côté de ça, on a aussi vu beaucoup de choses. On a vu quand même les dégâts que ça a fait sur certains troupeaux où la maladie, elle s'est vraiment exprimée. Et donc, on se dit, ben voilà, ce protocole qui est extrêmement difficile, mine de rien, il a fallu le mettre en place. Et il fallait le mettre en place sérieusement pour protéger nos filières, pour protéger nos élevages, et puis plus loin, les voisins des autres départements, des autres régions, etc., et contenir au maximum cette maladie, sachant que quand la maladie apparaît chez nous, le vaccin, il nous l'annonce pour le mois de fin août, début septembre. Donc on en est très loin, quoi. On est à 2 mois. Dans les premiers jours, ça sort des cas sans arrêt. Et on se dit, là, pour tenir, ça va être compliqué, mine de rien. Et finalement, on a quand même eu la bonne nouvelle, voilà, que le vaccin est arrivé assez rapidement. Et donc, à la mi-juillet, on a pu vacciner. Et c'est là que le gros de notre boulot a été fait. C'était de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans le triptyque. Il y a la notion de dépeuplement. Donc, nous, on était là vraiment dans un appui, un soutien aux éleveurs. Dans la partie arrêt des mouvements, ça, voilà, c'est à l'administration de le faire respecter. Et nous, on a fait qu'encourager nos réseaux à ne pas bouger les animaux. Derrière, on s'est mobilisé avec l'aide d'autres départements, notamment, on a réussi à avoir des potrailleurs, des choses comme ça pour traire les vaches taries qui pouvaient véler dehors, etc. Et après, sur la vaccination, c'est là qu'on a mis toutes nos forces dans la vaccination, puisqu'en discutant avec les épidémios, de toute façon, ils te disent très bien que la solution pour s'en sortir, ça reste quand même la vaccination. Pour s'en sortir à une grande échelle et dans le temps, c'est de vacciner. Donc, grâce à la solidarité de nos réseaux et des départements autour et même d'autres régions, on a réussi à avoir pas mal de couloirs de contention. Et donc, la vaccination débute un vendredi. Et on met tout notre réseau dessus, et la maladie apparaît dans 2 secteurs où il y a des vétos ruraux enfin voilà, il y a un bon réseau avec un paquet de vétos aussi, donc ça a quand même joué dans la réussite. Et ce qui fait que dans les premiers jours, on arrive à faire quasiment 10 000 doses jour. Moi, sur mon canton, on a réussi le premier jour à vacciner 11 000 vaches en bâtiment. On a commencé par vacciner ce qui était en bâtiment, et derrière, après, on s'est concentré sur les lots qui étaient en extérieur, avec les couloirs de contention, etc., qui nous ont été fournis par d'autres collectifs, les réseaux d'ECUMA, par d'autres agriculteurs, etc. Et donc, voilà, la solution à ce moment-là, pour s'en sortir rapidement, c'était de vacciner extrêmement efficacement,
Donc, on est parti, nous, des zones de foyer qui avaient quand même été maintenues et contraints le plus possible en localisation parce que les mouvements avaient été, enfin, les interdictions de mouvement ont quand même dans l'ensemble été respectées, même s'il y a eu quelques bêtises de fait. Et puis, dans l'autre sens, avec la notion de dépeuplement, on faisait quand même baisser la charge virale. La pression des vecteurs contaminés était quand même plus contenue. Et donc, du coup on a réussi à mettre en place cette vaccination proche des foyers et vacciner intensément et en avançant. Et donc, c'est là que nos réseaux étaient importants dans la gestion de cette vaccination en lien avec les vétos, où on créait, en fait, on disait sur telle commune, il y a un référent. Souvent, c'était un référent de notre réseau. Il recensait tous les agriculteurs ou tous les troupeaux qu'il y avait sur son secteur. Et puis après, nous, on était en lien avec les vétos. Et les vétos, dès qu'il y avait un veto disponible, donc ils ont travaillé nuit et jour chez nous pour vacciner au maximum. Mais dès qu'il y avait un veto disponible, nous, on mettait 2 couloirs par vétérinaire, un couloir qui se préparait pour les animaux en extérieur pendant que le veto vaccinait sur l'autre couloir, etc. Et on tournait comme ça avec des jeunes pour aider les vétos à remplir, à cocher sur les feuilles les animaux qui avaient été faits, à changer les aiguilles. Et c'est pour ça qu'en fait, en 15 jours, 3 semaines, on arrive à quasiment vacciner, je ne vais pas dire tout le département, mais en gros, en un mois, tout le département était vacciné. Mais en 15 jours, 3 semaines, les zones assez proches, les 20 km autour des foyers, ils étaient vaccinés à 100%. Et c'est ça qui, derrière, paye et porte ses fruits, puisque dans les jours qui suivent la vaccination, autour des 9 jours après vaccination, là, il y a les effets secondaires du vaccin qui sortent, avec quand même pas mal de réactions. Donc, les réactions se révèlent un peu différemment selon les élevages. Mais grosso modo, c'est des symptômes, enfin, c'est des réactions secondaires qui ressemblent aux symptômes un peu de la maladie, avec quand même de la présence de nodules, hein, et c'est comme ça souvent qu'on l'a repéré. Finalement, pas tellement aujourd'hui d'impact à grande échelle. Alors, il y a des troupeaux ou des gens qui vont dire que effectivement, il y a eu des effets secondaires violents. Globalement, sur des troupeaux où il y a eu un vrai effort joué sur l'immunité, qui sont bien accompagnés, etc., avec quand même des troupeaux en santé, la vaccination s'est bien passée et ces effets en dehors des nodules qui sont apparus sont restés quand même relativement modérés. Chez moi, voilà, j'ai eu sur 60 vaches, on a eu 5 vaches qui ont fait des nodules, qui ont mis quand même une quinzaine de jours à disparaître. Mais au-delà de ça, pas de perte de lait. Nous, derrière, on fait des suivis de repos extrêmement réguliers. Il n'y a pas eu d'avortement, etc. Après, sur d'autres troupeaux qui étaient infectés un peu de paratuberculose, des choses comme ça, il y a des signes un peu plus violents. Mais bon, il faut en passer par là si on veut quand même sauver notre peau. Et avec la chance quand même d'avoir des tests qui permettent de déceler si ces symptômes qu'on voit avec des tests sur nodules, là, qui permettent de savoir si on est sur une souche vaccinale ou une souche du virus, quoi. Et donc, nous, autour de 10 jours après la vaccination, les vétos, ils avaient 200 suspicions au jour voilà, parce qu'il y avait des nodules qui sortaient partout, mais au final, ça revenait quasiment tout négatif et c'était toute la réaction vaccinale. Alors, dans les zones proches des foyers, effectivement, le fait de réinjecter du vaccin et donc un virus atténué sur des animaux qui étaient en train d'être touchés par la maladie, où le virus était en train de se développer, il y a des endroits où ça a fait péter quelques cas plus fort que ce que ça aurait dû, où il y a eu des réactions, où on a vu des troupeaux qui étaient en cours d'infection, qu'on finit de passer de l'autre côté, quoi. Et puis voilà, ça a mis en lumière certainement certains cas, mais mine de rien, c'est resté quand même relativement contrôlé, mesuré, du fait qu'on avait respecté quand même tout le protocole qui nous avait été imposé. Et au final, voilà, on s'en sort quand même dans la fin de l'été où il y a quasiment plus de cas. Les derniers cas chez nous, c'est soit des gars qui n'ont pas vacciné, qui sont passés dans les trous de la raquette. C'est des troupeaux, notamment vers chez moi, c'est un troupeau qui vient d'un autre département où le gars s'est jamais soucié de vacciner et personne ne savait qu'il était là. Dans certains endroits, c'est des mouvements, personne ne savait qu'il y avait les animaux. On s'est d'ailleurs rendu compte en vaccinant qu'il y avait quand même beaucoup plus d'animaux à certains endroits que ce qui était prévu. Donc ça manquait pas mal de doses. Mais bon, voilà, ça a pu se faire quand même. Mais voilà, grosso modo, la vaccination arrive dans les zones de foyer quand elle est faite efficacement et rapidement.
en 15 jours, on sort quand même la tête de l'eau, quoi. En 15 jours, 3 semaines, on sort quand même la tête de l'eau. Et après, il y a quelques petits cas par-ci, par-là qui apparaissent, qui arrivent à ressortir suite au vaccin, parce que ce virus qui s'exprime de façon irrégulière d'un animal, d'un troupeau à l'autre, etc., et ben, arrive en concurrence avec le vaccin et des fois, ben, c'est arrivé que le virus arrive à gagner sur le long terme. Et puis, il y a eu quelques cas aussi où, dû aux effets secondaires du vaccin, vu qu'il y avait des signes de la maladie et que les vétos faisaient des prélèvements autant qu'ils pouvaient, mais qu'ils ne pouvaient pas en faire assez, puisqu'il y avait, je vous dis, on était à des centaines de suspicions par jour au bout à 10 jours après vaccination. Et donc, il y a quelques cas qui passent un peu la trappe et où les analyses ne sont pas forcément faites. Où certains éleveurs disent oui, bon, bah, c'est bon, c'est des effets du vaccin, c'est des effets du vaccin. Et puis il se trouve que ben, on attend un peu, et puis une semaine après, finalement, il y a quand même encore des vaches qui présentent des signes forts. Il y en a 2-3 dont l'état se détériore, etc. Et donc là, le veto réussit à faire un prélèvement et les résultats sortent positifs. Et c'est pour ces gens-là que ça a été sur nos secteurs encore plus dur. C'est que malheureusement, même à ce moment-là où la maladie où on allait vers de l'espoir et où la maladie était quand même tenue, il fallait encore faire ce sacrifice-là parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir en réduisant à zéro cette charge virale, et parce que dans les troupeaux, ces animaux porteurs sains peuvent traîner très longtemps, la maladie peut circuler en interne dans ces troupeaux et il y a ces phénomènes de concurrence vaccin-virus qui font que ça traîne, et puis ça peut péter beaucoup plus tard. Là, on en a encore discuté avec un épidémiologue belge la semaine dernière, De Clercq, qui nous disait que voilà, dans les pays des Balkans et sur certains cas, effectivement, la maladie s'exprimait beaucoup plus tard, même après vaccination, parce qu'en fait, dans le troupeau, il y avait ce phénomène de concurrence et il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à appréhender avec cette maladie. Et c'est pour ça que l'application stricte du protocole, même après vaccination, est important pour réussir à s'en sortir. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on a vécu la crise cet été. Derrière, on a été extrêmement déçus et atteints de voir la maladie, malgré tout, apparaître dans d'autres départements, avec toujours cette difficulté à identifier d'où vient la maladie et les mouvements et qui est à l'origine d'eux. Et donc, voilà, on n'a pas non plus la certitude que ça vienne de chez nous. Ça a pu aussi remonter par d'autres moyens d'ailleurs, peut-être. Ça a pu apparaître, enfin voilà, on a énormément de mal à le comprendre, mais du coup, ça nous a quand même atteint chez nous. Ça a atteint notamment les éleveurs qui avaient fait cet effort de sacrifice. Mais aujourd'hui, le travail a quand même porté ses fruits, parce que localement, on n'a plus de cas depuis fin août, grosso modo. Et aujourd'hui, voilà, les mouvements ont pu recommencer. Nous, on était en été, on arrivait à la fin de l'été, les troupeaux ont pu rentrer en bâtiment avant que ce soit trop tard. Et puis, petit à petit, plus la maladie s'estompait, plus on arrivait aussi à avoir un peu de liberté, de mouvement, etc. Donc voilà, après, il y a eu un peu de cafouillage administratif autour des lavages de bâtiments, ce qui a fait que les retours d'animaux dans les bâtiments qui avaient été dépeuplés ont traîné un peu. Et puis après, voilà, dès que les zones se rouvrent un peu, que les délais passent, on se retrouve à repeupler. On avait compté, nous, beaucoup sur nos collègues du Doubs qui ont des systèmes similaires à nous, et puis nous, on avait une majorité d'animaux qui ont été dépeuplés, qui étaient des races montbéliardes. Donc, on avait compté et travaillé avec eux dans un vrai élan de solidarité pour repeupler les structures. Malheureusement, la maladie apparaît chez eux, et donc, du coup, on a repeuplé localement avec des animaux, voilà, des fermes voisines, etc. Donc, un petit peu plus au coup par coup avec des petits lots. Mais grosso modo, aujourd'hui, on a 95% des animaux qui sont revenus dans les fermes. On a quelques agriculteurs qui ont arrêté, mais tous ceux qui ont arrêté, globalement, c'est pour motif de retraite ou fin de carrière, quoi, qu'elle a arrêté dans les années qui arrivent. Sinon, tous les autres sont repartis. Et aujourd'hui, ça se passe globalement bien, et on est même assez surpris que ça se passe aussi bien quand même, avec voilà, des éleveurs qui ont mis un accent sur la solidarité, qui ont joué le jeu, qui ont permis aux éleveurs qui avaient dépeuplé de bénéficier d'animaux de grande qualité, qui
sont reconnaissants aujourd'hui aussi du sacrifice qu'ils ont fait de leur troupeau et pour protéger un collectif. Et donc aujourd'hui, nous, le bilan quand même qu'on en tire sur notre secteur, c'est que on a 1700 animaux qui ont été dépeuplés sur une zone initiale qui faisait à peu près 350 000 animaux à peu près. Donc on est en dessous de 1% du cheptel abattu, qui aujourd'hui est quand même repeuplé, donc a permis aux troupeaux, enfin aux élevages, aux exploitations de repartir. Dans la majorité des cas, en tout cas pour ceux qui voulaient repartir, on a toujours des attentes au niveau des indemnisations qui doivent arriver et qui doivent évoluer, et on se bat pour ça et que nos éleveurs puissent repartir le mieux possible, puisqu'on sait qu'une fois repeuplé, il y a quand même un impact sur le long terme. Il faut quand même plusieurs années pour repartir. La Chambre de l'agriculture, nous, des Savoies, Savoie-Mont-Blanc a fait un travail de recherche, justement, une étude qui sert quand même d'appui aujourd'hui au niveau national et qui montre que voilà, dans les premières années, on a quand même des taux de renouvellement qui sont assez importants. Donc il faut que les éleveurs soient accompagnés dans le temps. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils soient accompagnés très fort au début pour pouvoir profiter des indemnités dans le temps pour pouvoir se relever et durer, et se relever durablement. Donc voilà un petit peu aujourd'hui, nous, comment a été vécue la crise chez nous. Toujours, nous, dans une notion de soutien total aux éleveurs qui étaient touchés. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et en suivant une position scientifique, on a rencontré bon nombre d'épidémio-chercheurs sur cette maladie et c'est aujourd'hui eux quand même qui ont les clés pour s'en sortir. Ils ont vécu cette maladie dans d'autres pays qui s'en sont sortis aujourd'hui en appliquant, et pour ceux qui s'en sont le mieux sortis le plus rapidement possible, un protocole extrêmement strict. Et une vaccination qui soit la plus large possible, mais une vaccination qui est bien faite. C'est-à-dire que vacciner tout un pays ou une très grande zone, si c'est pour pas atteindre plus de 90% de vaccination, en fait, ça n'a pas d'intérêt puisque cette maladie qui est très vicieuse va pouvoir circuler en sourdine par secteur, etc., continuer à circuler. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle circulera comme s'il n'y avait pas de vaccin, mais elle va continuer à circuler. Et en fait, on ne va pas s'en débarrasser. Et le but premier, et ça, aujourd'hui, certains le remettent en cause, mais c'est d'éradiquer cette maladie. C'est-à-dire que vivre avec cette maladie, nous, on l'a vu sur nos secteurs, c'est difficile, c'est une maladie qui est difficile à appréhender, c'est difficile de voir les choses, mais quand on les voit, on se rend compte que l'impact est fort et qu'on ne peut pas vivre avec, quoi, en fait, tout simplement. Et quand il y a une solution pour l'éradiquer et s'en sortir, eh ben, il faut se mettre là-dedans et y aller collectivement ensemble pour essayer de tous s'en sortir et se relever de ça, quoi. Et c'est ça qui a été voilà, le nerf de la guerre chez nous. En plus, je ne connais pas forcément très bien votre secteur, mais nous, sur notre secteur, on a beaucoup de petites coopératives, on a des filières en fait, qui tournent avec des volumes qui ne sont pas énormes non plus, en accent énormément sur de la valorisation, mais nos COP, etc., nous disaient, nous, la maladie, il faut qu'elle disparaisse, parce que même si c'est que 10% de perte de production, et sachant qu'en fait, c'est beaucoup plus, parce qu'il y a derrière des animaux qui sont dans des états de morbidité, etc., donc des pertes de production qui peuvent être très longues si la maladie s'exprime naturellement, et ben, nos COP, ils disaient, nous, c'est pas possible, on ne tiendra pas, et les exploitations non plus d'ailleurs. Donc en fait, on n'a pas eu le choix que de se mettre là-dedans, et ce qui a primé, c'est justement cette solidarité de se mettre tous dans ce même élan qui a permis justement de s'en sortir en quelques mois. Et aujourd'hui, voilà, l'épidémio qu'on a rencontré la semaine dernière nous le dit, ça a été géré d'une façon similaire aux meilleures gestions qu'il y a eu dans les Balkans, qui étaient notamment en Bulgarie, où avec une idéologie un petit peu communiste qui restait, le protocole, quand la maladie est apparue là-bas, le protocole a été mis en place de façon stricte. Et en fait, en quelques mois, ils se débarrassent de la maladie. Par contre, derrière, effectivement, ils ont fait une vaccination. Et eux, toujours pareil, dans cette idéologie assez stricte, la vaccination chez eux était mise en place extrêmement efficacement. Et ils ont quand même revacciné 2 fois. Enfin, ils ont vacciné une première fois, ils ont revacciné une deuxième fois. Et à l'échelle du pays chez eux. Mais la vaccination était bien faite. Et ils disaient, à comparer ça, il y a d'autres pays où ils arrivaient difficilement à passer les 60% de vaccination et où la maladie a traîné
de façon très ponctuelle, mais dans le temps et sur quelques années, ça ressortait un cas par-ci, un cas par-là, un autre cas, machin. Et en fait, ils n'arrivaient pas à s'en sortir totalement. Et donc, du coup, voilà, il dit bien que faire de la vaccination de façon globale et large, c'est très bien. Mais il faut surtout qu'elle soit bien faite. Donc, il vaut mieux établir une stratégie vaccinale qui soit possible et qui puisse se mettre en place réellement sur le terrain et avoir une vraie stratégie que de vouloir faire très grand d'un coup, mais de risquer de ne pas faire assez bien, quoi. Il vaut mieux que ce soit encore une fois un travail collectif, de savoir où on commence, jusqu'où on va, quels sont les moyens, donc c'est-à-dire les nombres de doses qu'on a de dispo. Est-ce que, donc là, en hiver, on a quand même pas mal d'animaux qui sont dans des bâtiments, donc qui sont plus facilement contenables pour aller quand même vacciner. Comment on procède, etc. Mais il faut se poser une vraie réflexion sur la mise en place de la vaccination quand même pour qu'elle soit efficace et judicieuse. Après, sur ce qui est plutôt l'aspect un petit peu syndical ou d'entente, etc. Nous, on a peu communiqué au début dans un souci justement d'éviter ce qui était récupération syndicale. On voulait travailler dans une notion de soutien et au début, tous les syndicats chez nous localement étaient pour adopter la stratégie. Très rapidement, il y en a un ou deux qui ont retourné leur veste et derrière qu'on fait de la communication justement dans l'autre sens, qui nous ont quand même porté préjudice, alors pas à l'échelle de ce qu'on vit aujourd'hui, mais quand même, chez nous, ça a aussi bousculé du monde et brassé un peu. Mais aujourd'hui, quand même, on a le retour d'expérience de ce qu'on a fait. On voit quand même que la casse a été limitée au maximum et que le résultat, et en tout cas l'éradication, aujourd'hui, semble être là. Mais voilà, ça a été difficile. Derrière, on a essayé de faire de la com dans nos réseaux localement, etc. Et aujourd'hui, on fait surtout un travail de témoignage, un petit peu comme on fait aujourd'hui à une échelle plus large que dans nos départements. Mais voilà, nous, on essaye d'aller au contact aujourd'hui de nos adhérents, quand on fait nos tournées là d'AG en ce moment, d'aller faire le point avec eux, d'aller discuter, d'aller échanger. On respecte évidemment tous les avis et toutes les positions à partir du moment où on respecte aussi le fait qu'on puisse avoir les nôtres et que les gens aient quand même un peu conscience de ce qui a été fait et qui a été plutôt quand même bien fait. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là à essayer de communiquer, sachant que le brassage en ce moment médiatique, notamment sur les réseaux sociaux qui est fait, revient même sur nos territoires, hein, malgré tout. Et on est de nouveau dans cette politique à essayer de combattre des fausses idées, à éviter la psychose qui fait faire aux gens avec la peur parfois des bêtises, c'est-à-dire des mouvements d'animaux où on va chercher des bestioles qui sont à côté, etc. Et nous, on a des cas où c'est malheureux, mais les gars sont allés chercher une poignée de génisse ou un lot de vache tari à côté d'un foyer parce que ils avaient peur, etc. Ils l'ont rentré chez eux dans le bâtiment et malheureusement, tout le monde y passe, quoi. Et on a même réussi à identifier des fois des petits mouvements où c'est un lot de vache tari qui rentre et malheureusement, les symptômes s'expriment 15 jours après sur une laitière, quoi. Voilà. Donc c'est ça, c'est éviter cette notion de trop peur, de psychose. C'est pas ce qu'on voulait faire chez nous parce que de toute façon, même si on fait pas, on n'essaye pas de faire peur, les gens ont peur quand même malgré tout. Et essayer de limiter ça pour que les gens gardent la tête froide au maximum, gardent un esprit de solidarité pour qu'on puisse s'en sortir ensemble collectivement, quoi. Donc ça, c'est un peu le boulot qui a été fait et c'est aujourd'hui ce qu'on essaye quand même de mettre en lumière, qu'on n'a peut-être pas assez mis en lumière. Hein. C'est ce qu'on se dit aujourd'hui, hein, qu'on n'a pas assez mis en lumière ce qui se passait réellement peut-être cet été. Mais nous, aujourd'hui, il y en a qui nous reprochent de ne pas avoir filmé des animaux qui étaient en train de crever dans des pâtures à certains endroits de la maladie pour montrer qu'elle existait. Et moi, c'est ce que je dis quand on est avec l'éleveur, son père, sa mère, des fois les gamins, les petits-enfants qui sont à côté, et c'est le drame pour toute la famille, c'est un deuil. Hein, et à aucun moment on se serait permis de sortir un téléphone et de filmer, parce que nous, justement, dans notre posture, c'était d'éviter à ces éleveurs de garder l'image, de garder ça en tête, et on ne se serait jamais permis de diffuser sur les réseaux ou n'importe où
des images de leurs animaux et qui auraient tourné en boucle, etc. Et en fait, c'était pas l'objectif, quoi. Si on était là-bas dans un but de soutien pour leur éviter de vivre ça et pour leur éviter d'y garder en tête, ben, c'était juste pour justement pas qu'ils y voient. Donc, c'est pas l'objectif, quoi. Mais bon, aujourd'hui, c'est des choses qu'on nous reproche, c'est des choses aussi où on se dit peut-être que si certains avaient vu des lots d'animaux comme on a pu les voir, avec des vaches qui étaient crevées dans le pré, et puis les autres qui tournaient comme des zombies autour, ben, ça aiderait peut-être à prendre conscience de certaines choses, et encore, pas forcément, puisque effectivement, dans la majorité des cas, on voit les symptômes assez rapidement, et donc la maladie ne s'exprime pas naturellement, mais quand elle s'exprime naturellement, on est déjà malheureusement bien trop tard, et les dégâts autour sont encore invisibles, mais sont bien présents en sous-marin. Voilà un petit peu pour ce qu'on a vécu et comment on a essayé de gérer la crise chez nous localement. Voilà un petit peu comment ça s'est passé et où on en est aujourd'hui. Sébastien, avant de passer aux questions, est-ce que tu peux nous faire un point sur la politique d'indemnisation, s'il te plaît? Ouais. Eh ben, donc, pour ce qui était des indemnisations chez nous, avant abattage, il y a une expertise qui a été faite sur les animaux avant le dépeuplement, où il y avait une expertise qui était faite, nous, c'était soit par des éleveurs, soit nous, on a des COP d'insémination, etc., qui ont fait les expertises, qui expertisaient l'animal à sa plus juste valeur, en prenant en compte ben voilà, son potentiel de production, les potentiels génétique, etc. Donc, on avait des valeurs d'indemnisation, en tout cas d'estimation, d'expertise plutôt, qui avoisinaient, voilà, je sais pas, dans les 3 000 euros, enfin, grosso modo, suivant les troupeaux, etc. On était à peu près à 3 000. Sur certains animaux, dans certains troupeaux, on arrivait un peu plus haut. Et aujourd'hui, les éleveurs ont touché la première partie de l'indemnité, qui est une indemnité du coup forfaitaire à 2000, un peu plus de 2000 euros, 2100 euros par tête. Et aujourd'hui, on est en attente justement d'évolution. Et ça, malheureusement, tant qu'à l'Assemblée nationale, ils continueront à se battre plutôt que de faire avancer les dossiers, et ben aujourd'hui, on attend le reste, quoi, hein, le reste de ces montants d'indemnité, d'indemnisation cheptel. Ensuite, pour ce qui est de l'indemnisation des pertes d'exploitation, normalement, tel que c'est marqué dans la loi, l'indemnité, elle couvre 3 mois après dépeuplement. Nous, le souci, c'est qu'avec cette maladie, après dépeuplement, il y a quand même un délai très long pour pouvoir remettre les animaux dans les bâtiments. En plus, ben voilà, quand la maladie circule, on a les interdictions de mouvement, on a tout ça, donc on ne pourrait pas ramener les animaux, même si les lavages, etc., se faisaient rapidement, on ne pouvait pas les ramener comme ça. Donc, du coup, nous, il y a eu, grosso modo, suivant les troupeaux, 3 mois, 4 mois avant de repeupler. Et donc aujourd'hui, grâce à un travail à tous les échelons, on a réussi quand même à obtenir une indemnité des pertes d'exploitation du dépeuplement jusqu'au moment où le cheptel est repeuplé. Et pendant les 3 mois qui suivent, en sachant que nous, on essaye de se battre pour que enfin, voilà, on essaye évidemment d'avoir quand même un niveau d'indemnité qui soit le plus élevé possible, notamment parce que, comme je disais, il faut des indemnités quand même sur le long terme pour que les éleveurs puissent repartir. Et donc, on a aujourd'hui, normalement, pour ceux qui sont repartis, la production laitière qui est faite en ce moment viendra en déduction de l'indemnité de perte d'exploitation. Donc, nous, on avait envie de se battre là-dessus. Enfin, voilà, on essaye au maximum de mettre la pression pour que, justement, les éleveurs continuent à toucher une indemnité pleine dans les premiers mois, même s'ils reproduisent un peu, de façon à ce que ça couvre l'après, qu'on n'arrivera pas à toucher forcément avec les pertes d'exploitation. Voilà pour ça. Et derrière, il y a un accompagnement. Alors après, alors ça, je maîtrise peut-être pas assez à grande échelle, mais voilà, chez nous, les banques, etc., ont joué le jeu, on fait des prêts à des taux très avantageux, des avances de trésorerie, etc., pour permettre justement un repeuplement plus rapide. Ils ont aussi été très important dans la partie déblocage de fonds pour faire les lavages et donc permettre aux éleveurs aussi de repeupler rapidement, de pouvoir faire les lavages le plus vite possible et repeupler assez rapidement derrière pour réduire les délais de repeuplement. Voilà, et puis après, ben voilà, localement, tous les acteurs un peu principaux agricoles ont suspendu les échéances, etc., de façon à ce que ça se passe le mieux possible, quoi. Après, je sais pas exactement aujourd'hui ce qu'il en est à plus grande échelle, mais voilà, c'est un peu
C'est comme ça aujourd'hui que ça s'est passé chez nous sur ces notions d'indemnité et d'indemnisation. Ok, merci. Pour les gens qui sont en visio, si vous avez des questions, je vais vous demander de lever la main, juste pour qu'on puisse gérer les prises de parole. Et s'il y en a dans la salle, je sais pas. Romain, t'en as une? Ouais. Ok. Voilà la question. Tu nous entends bien dans la salle? Ouais. Ok. Non, moi la question que je me posais, c'est comment vous avez géré les intervenants en élevage durant ces périodes-là, typiquement l'inséminateur qui va de ferme en ferme tous les jours et tous les autres acteurs techniques qui ont l'habitude de venir dans nos fermes. Comment vous avez géré cet aspect-là pendant l'épidémie? Ouais. Nous, ça a été, en gros, ça a été ceinture bretelle à l'apparition, c'est-à-dire que on a eu un mois sans insémination presque, où on a suspendu, enfin la COP d'insémination a suspendu ses services. Et globalement, toutes les personnes qui tournaient en bâtiment, ce qui était commerciaux, etc., et nous, la consigne, c'est la consigne qu'on avait fait passer, hein, c'était s'il y avait des rendez-vous à faire, il valait mieux les faire chez le concessionnaire ou, voilà, ou dans l'entreprise concernée plutôt que sur place sur la ferme. Et après, pour les intervenants qui étaient en obligation de venir, typiquement les vétos ou d'autres, hein, réparateurs, etc., eux, ils avaient pris, pareil, les consignes étaient bien passées dans le réseau et nous, les agriculteurs, finalement, se veillaient aussi. En plus, on était en période estivale, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, quoique dans le sud, les températures sont sûrement plus douces que chez nous et il y a peut-être encore des vecteurs quand même qui circulent, mais voilà, en période estivale, nous, il y avait quand même cette grosse problématique de déplacer des vecteurs dans les véhicules. Et donc, les vétos, etc., avaient j'ai vous fait le nom, mais c'est des insecticides ou des répulsifs, etc., qu'ils mettent dans les véhicules. Les véhicules, ils les maintenaient fermés au maximum. Pour ceux qui allaient circuler dans les flux, donc dans les années qui restent, des produits. Alors là, j'ai oublié les noms de ces produits-là, mais bon, avec des produits désinfectants qui sont aujourd'hui voilà, certifiés pour éliminer ce virus, puisque dans les facteurs de contamination, effectivement, il y a le vecteur, donc l'insecte piqueur qui va transmettre la maladie, mais il y avait aussi potentiellement sur des troupeaux qui auraient des animaux qui présenteraient des symptômes, une croûte de nodules, etc., qui tombe de l'animal est chargée en virus et donc potentiellement, tu peux le traîner sous les bottes, quoi. Alors après, faut pas rentrer non plus dans une psychose. Je veux dire, c'est pas parce que, enfin voilà, les roues du camion ou les trucs, on est quand même sur des facteurs de contamination qui seraient enfin voilà, si une contamination se ferait par ces moyens-là, ce serait extrêmement malheureux, mais c'est quand même pas le facteur principal non plus. Et donc en fait, petit à petit, nos organismes ont mis en place justement des procédures pour éviter, avec leurs salariés qui fermaient leurs véhicules, avec des insectisants d'habitacle, en changeant de tenue, en lavant, enfin voilà, en prenant un soin extrêmement fort là-dessus. Et de toute façon, que ce soit les intervenants ou les éleveurs, tout le monde a fait extrêmement attention. Moi qui suis au service de remplacement, nos salariés ils étaient flippés avec ça, quoi. Ils disaient, on voudrait pas demain, on va travailler chez un tel, il sort positif, et puis après on a été travailler chez le voisin, et puis on lui a ramené quelque chose. Donc voilà, il a fallu prendre les mesures adaptées. Après, il faut pas non plus, enfin, au bout d'un moment, tu peux pas tout mettre sous cloche et t'arrêter de fonctionner non plus. Donc derrière, voilà, petit à petit, en prenant conscience des choses, avec le travail qui avançait, la maladie qui s'estompait un petit peu ou qui paraissait plus maîtrisée. Voilà, je ne vais pas dire que la vie a repris, mais les services se sont remis à travailler en s'adaptant et voilà, et ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'il y a des questions en visio? Moi, j'en ai une autre. Tu disais que vous testiez faisiez des tests sur les nodules pour voir si c'était le vaccin ou la partie sauvage de la maladie qui était contaminée.
est-ce que vous, pardon, je reformule plus clairement. Aujourd'hui, la grosse crainte, en tout cas, le point de crispation, c'est qu'on abat de façon totale tous les lots animaux présentant des symptômes et ne présentant pas de symptômes. Vous n'avez pas réussi finalement à faire de l'abattage sélectif. Pourquoi vous ne faisiez pas d'abattage sélectif? C'est vraiment, à mon sens, ça aujourd'hui qui est très, très crispant sur la gestion de la maladie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer très précisément pourquoi et quelles raisons faisiez que vous n'avez pas fait d'abattage sélectif? Nous, typiquement, dans notre position, donc on a attaqué dans cette position d'abattage complet. Derrière, on avait, bon voilà, hein, enfin, on est tous éleveurs et ça nous faisait tous énormément de mal de vivre ces dépeuplements. Et donc, derrière, on disait il faudrait réussir à assouplir quand même. Donc, nous, en réseau, hein, typiquement à notre échelle départementale, c'est quand même assez souvent qu'on s'est un peu frité là-dessus, où on a essayé justement de réfléchir à ce qui pouvait être possible. Donc au début, on disait, quand on attaquera à vacciner, on suspendra l'usage total, on passera sur du sélectif, hein, sur du partiel en gros. La réalité, c'est que tant que le vaccin n'est pas fait et que le virus circule toujours, tu as quand même cette maladie qui peut s'établir et pendant, alors aujourd'hui, je crois, on est à peu près, enfin, grosso modo, ce qui se dit, c'est autour d'une dizaine de jours, quoi. Si l'animal est infecté dans les 10 jours après vaccination, grosso modo, il peut exprimer des signes. Et puis après, on disait il faudrait attendre la période d'immunité qui était de 28 jours, grosso modo, après vaccination. Et à ce moment-là, peut-être que on pourrait partir du coup sur de l'abattage, sur un abattage ciblé. Et en discutant, donc pareil, hein, toujours avec les épidémios, en fait, on s'est dit, nous, voilà, on est éleveurs, on n'est pas non plus, on n'est pas chercheurs, on n'est pas scientifiques, donc on a vu quand même des choses sur le terrain, on a vu quand même la gravité, on a vu aussi ce côté très vicieux, au final, on s'en est toujours fié à eux, et eux nous disaient, de toute façon, les pays qui sont passés sur de l'abattage partiel, etc., c'est des pays dans lesquels la maladie a traîné. Parce que tant que la vaccination n'est pas mise en place de façon très forte sur un territoire, tant que si vous voulez avoir de nouveau des mouvements possibles, etc., vous ne pouvez pas vous permettre de fonctionner comme ça. Et en fait, il s'est avéré, donc nous, on a, voilà, pour certains, un contre-cœur, hein, parce qu'aujourd'hui, on le présente, on présente les choses telles qu'elles se sont passées, comme on les a traversées, mais chez nous, voilà, ça a été quand même un déchirement de faire ces dépeuplements. Ça a créé des vives questions chez nous, hein. On s'est tous interrogés sur ça. Et à chaque fois, on s'en est fié justement aux épidémios. Et en fait, quand la vaccination apparaît chez nous, enfin, la vaccination se met en place de façon extrêmement efficace, rapide, au final, les cas arrivés à 28 jours de vaccin, il y en avait quasiment plus. Il y avait quasiment plus de cas. Les quelques cas qui sont sortis, ça a souvent été des troupeaux qui n'étaient pas vaccinés, et pour certains, des troupeaux sur lesquels, justement, il n'y avait pas eu ce dépistage des effets secondaires du vaccin, et donc, en fait, on se rendait compte que il y avait des animaux qui présentaient des signes, qui au final étaient des signes assez forts, une trentaine de jours après vaccination, parce que en fait, voilà, c'était pas le vaccin, c'était bien de la maladie, et le dépistage, en tout cas, n'avait pas été fait, quoi. Les tests n'avaient pas été faits, et donc au final, on a continué dans cette position de se dire on lutte justement dans une position d'éradication de la maladie, et on pouvait pas se permettre, en gros, de laisser gâcher ou voilà, oui, en gros, se laisser voilà, de gâcher l'effort qui avait été fait, l'effort collectif, le sacrifice quand même de bon nombre d'éleveurs à la fin pour un cas de se laisser la possibilité que la maladie reparte, quoi. Parce qu'on sait que aujourd'hui, quand on vaccine, il y a des animaux qui ne créeront pas d'immunité à la suite du vaccin. Voilà, ils sont, je ne sais pas s'il faut dire immunodépressifs, mais grosso modo, voilà, ils n'arrivent pas à se construire d'immunité. Il y a aussi de l'erreur un peu mécanique.
de la vaccination. Quand on vaccine comme ça à la chaîne, il y a quand même un pourcentage d'animaux qui est pas vacciné parce que une merde à l'injection, des fois un animal qui a bougé ou quoi, qui a pas été fait ou qui a un mouvement, un truc. Donc tu as toujours une partie quand même qui est pas couverte. Et nous, il y avait aussi la question des veaux, puisque on a vacciné les veaux à la naissance. Hein, certains, ils étaient sortis depuis à peine quelques heures qu'ils étaient déjà vaccinés. Plus ça va, plus on se rend compte quand même, et nous, c'est ce que nous a dit l'épidémio la semaine dernière encore, c'est que grosso modo, les veaux, s'ils sont nés sans vaccinés à la naissance ou quoi, ils sont pas franchement couverts, quoi. Ils développent quasiment pas d'immunité à la suite de cette vaccination. Donc en fait, donc il y a ça. Et puis pour les lots, les veaux qui vont boire le colostrum de leur mère qui a été vaccinée depuis plus de 28 jours, et ben ces veaux-là, normalement ils sont immunisés. Mais on nous dit que l'immunité, elle est quand même assez relative, elle serait peut-être pas aussi durable que de la vaccination, et surtout, nous, on n'a quand même pas la certitude que tous les colostrums se valent, que tous les animaux les pris, enfin, tous les veaux les bu comme il faut, dans les quelques heures qu'on suit l'élage, etc. Donc, en fait, ça reste quand même, mine de rien, sur nos secteurs, même si on est vacciné à 95%, enfin, nous, aujourd'hui, c'était du 100%, en tout cas, et ben, il y a toujours une part d'animaux quand même qui n'est pas forcément couvert, quoi. Nous, il y a tous ces veaux qui n'ont pas été vaccinés, sur lesquels on a quand même un gros doute. Il y a tous ceux qui ont été vaccinés à la naissance, qui n'ont pas été revaccinés depuis. Enfin voilà, parce on n'a pas le droit de revacciner les animaux, en tout cas aujourd'hui, dans ces délais-là, et on n'a pas le droit de le faire. Donc on a aujourd'hui certainement des animaux chez nous, des génisses, etc., jeunes, hein, mais qui ne sont pas couvertes. Et donc, on ne voulait pas que par ces animaux-là, de nouveau, la maladie s'établisse et continue à rebouger et que potentiellement aussi, sur certains troupeaux, peut-être qu'on vienne recréer justement, malgré la vaccination, des cas et des problèmes, quoi. Et donc, et qui nous pénaliserait tous, hein, qui pénaliserait toutes nos filières aussi, hein, puisque derrière, les interdictions de mouvement, c'était pour toute la zone. Il y avait les problèmes des veaux qu'on savait plus que faire, qu'il y en avait plein les cours et que voilà, qui partaient plus. Il y avait ceux qui avaient des broutards, pareil. Enfin bref, tous ces problèmes-là aussi qui étaient subis par toute une filière quand même. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut continuer à faire confiance aux épidémios, continuer dans cette stratégie-là. Et au final, il s'avère qu'après vaccination, après immunité des animaux, donc 28 jours après injection du vaccin, au final, il n'y a plus de cas. Enfin, chez nous, les mouvements, globalement, ont quand même bien été respectés. L'interdiction de mouvement, la vaccination a été faite très fort, très vite. Derrière, en fait, il n'y a quasiment pas de cas qui sont ressortis. C'est anecdotique. On a eu, honnêtement, les cas qui sont sortis fin d'été, c'est des cas qui étaient pas vaccinés. On a eu, moi là j'ai en tête comme ça, là, ça me vient 3 lots d'animaux dans le mois d'août, sur la fin du mois d'août, qui étaient des lots d'animaux qui n'ont pas été vaccinés et qui ont pété, et finalement qui ont pété assez loin des foyers. Hein. Donc ça montre bien quand même la maladie, malgré tout, elle avait circulé. Et il y a possiblement dans les lots d'animaux vaccinés, des animaux qui étaient peut-être en train d'avoir la maladie et qui ont été vaccinés, qui n'ont pas montré les signes, etc. Et c'est aussi sur ces animaux-là qu'aujourd'hui, les épidémiologues nous disent qu'il y a des doutes. Que potentiellement, ces animaux qui auraient été vaccinés alors qu'ils étaient en train d'être infectés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et c'est ces animaux-là qui peuvent péter bien plus tard. Alors nous, aujourd'hui, on est même plusieurs mois après, donc on peut quand même estimer que voilà, c'est passé, mais ça peut aussi être des animaux qui reclaquent plus tard, et si on a libéré les mouvements, et si on a, c'est potentiellement un risque quand même. Donc en fait, vu qu'on avait suivi l'avis des scientifiques depuis le début, on a continué à le suivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, on estime quand même que ça a porté ses fruits, et effectivement, le passage sur de l'abattage ciblé n'a pas été fait. Et du coup, dans nos réseaux, en tout cas localement, nous, n'avait pas été retenu, puisque derrière, il s'avère qu'en fait, ça n'est pas ressorti beaucoup derrière la vaccination. Par contre, la complexité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand on entend parler d'abattage, d'abattage partiel ou de tester des troupeaux, c'est que la maladie, elle est très difficilement détectable.
les prises de sang, alors je ne sais pas qui est là aujourd'hui, et il y a peut-être des personnes qui sont plus à même d'en parler, mais sur ce qui est prise de sang, globalement, ça ne vaut pas grand-chose, puisque le virus n'est pas détectable tout le temps dans le sang, il peut l'être que quelques heures, etc. Et par la prise de sang, on n'arrive pas à détecter si c'est du virus ou si c'est du vaccin. Donc en fait, voilà, la prise de sang ne sert pas à grand-chose. Ce qui marche, c'est le PCR. Et le PCR, en fait, sur un animal qui ne présente pas de symptômes, alors s'il est vacciné, on arrivera à trouver du virus de souche vaccinale. Mais s'il n'est pas vacciné, en fait, en dehors d'analyser des nodules, donc sur un animal qui n'a pas de symptômes, il n'y a pas de nodules. Donc en fait, on ne peut pas savoir par le PCR ou voilà, par ces prélèvements si l'animal il est malade ou pas. Et le scientifique nous disait, sur des animaux qui présentaient des premiers symptômes de maladie, ils font le prélèvement sur le nodule, ça sort positif. Ils prennent un prélèvement cutané quelques centimètres à côté, une dizaine de centimètres à côté, il sort négatif. Donc en fait, voilà, ce qui est très compliqué, et c'est là que ce côté vicieux de cette maladie, il est horrible, c'est qu'on n'arrive pas, et aujourd'hui, de ce que nous disent les scientifiques, encore une fois, c'est impossible de détecter si un animal est malade ou non sur un animal asymptomatique. On a des très grandes difficultés d'arriver à le montrer. Et c'est pour ça que justement, voilà, avec ces arguments-là, avec l'argument quand même d'une vaccination bien faite, réussie et efficace, nous, on n'a pas changé de position pour ne pas prendre le risque pour toute une filière de gâcher, entre guillemets, le travail qui avait été fait et de risquer de laisser échapper peut-être la maladie aussi ailleurs sur le territoire. Voilà, il s'avère aujourd'hui que les choses sont quand même assez différentes, même si nous, dans nos territoires très proches, au final, la maladie n'a pas apparu, quoi, dans les départements assez frontaliers. Alors en dehors, il y a eu un cas, enfin il y a eu un cas enfin quelques cas dans l'Ain sur lesquels les mouvements ont quand même assez pu être établis. Et puis après dans le Jura et dans le Doubs, mais voilà, dans un périmètre assez proche qui n'avait pas été vacciné, en tout cas la maladie n'est pas apparue, sachant que nous on a des zones dans nos départements qui ne sont pas vaccinées. Le bout du département de la Haute-Savoie vers la Suisse a vacciné, la France a vacciné, et vu que le bout de notre département n'était pas dans la zone des 50 km, eux, ils n'ont pas été vaccinés. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est un vrai stress parce que du coup, ils aimeraient être vaccinés, et c'est pour ça qu'on se bat aussi. Mais chez eux, par exemple, la maladie n'est pas apparue. Et c'était aussi un risque, c'est qu'à travailler à cette échelle des 50 km, et que nous, à l'époque, on nous disait que c'était non négociable de vacciner plus loin. Aujourd'hui, il semble que le discours ait évolué, et tant mieux. Mais voilà, il y avait aussi cette chose-là. Mine de rien, 50 km, ça va vite. Si on ne fait pas le boulot d'abattre ces animaux qui sont asymptomatiques et que ces animaux se déplacent de 20 km et se retrouvent en limite de zone, ben, potentiellement, le saut, il est vite fait de l'autre côté. Et après, on rattaque dans des problématiques de zones non vaccinées. Et derrière, c'est un cercle sans fin, quoi. Voilà un peu pourquoi nous, on a maintenu cette position non sans peine. Hein. Je vous garantis que c'est dur. Hein. On a pris... on prenait les critiques dans la gueule, ça c'est une chose. Enfin, ce qu'on vit globalement aujourd'hui à une échelle plus grande, hein. Mais même entre nous, c'était pas évident. C'était dur de maintenir ce protocole-là et de continuer à le faire, sachant que, contrairement à ce que certains veulent dire que le virus touche que d'autres syndicats que les nôtres, ben nous, on a quand même une majorité des lots qui ont été dépeuplés chez nous, qui sont des gens chez JA ou Fédé, c'était des fois chez nos collègues. Et là, ouais, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Mais aujourd'hui, on a quand même ce retour d'expérience et sur chaque chose, on a fait primer la solidarité et le collectif. Et c'est aujourd'hui quand même comme ça qu'on s'en est sorti et qu'on espère continuer à s'en sortir parce que nous, on milite pour être de nouveau vaccinés. Comme je disais, avec ces animaux qui ne sont pas forcément sur nos territoires, qui sont des potentiels risques. Voilà. Ok, merci pour ces précisions. On a reçu une question par message. Est-ce que tu peux nous donner les modalités de désinfection des bâtiments, comment ça se passe, les délais de retour, les coûts, les prises en charge des coûts, comment ça a fonctionné? Quand ça s'est mis en place, on nous disait que ça va être assez simple. Alors, il y a plusieurs étapes de désinfection. Alors là, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas dire les jours, etc. Parce que
à force de brasser plein de choses dans tous les sens, je n'y ai plus en tête, j'ai plus le calendrier en tête, mais ça, ce sera assez facile de trouver et il y a peut-être des gens aussi qui pourront vous le dire. Mais grosso modo, il y a 2 désinfections à faire. Une première qui se fait, alors nous, le problème, c'est qu'elle ne s'est pas faite dans les temps parce que le premier lavage de bâtiment qui a eu lieu, en fait, il a révélé un problème, c'est qu'ils ont lavé le bâtiment de fond en comble. Et quand ils ont lavé le bâtiment de fond en comble, donc c'est jusqu'au sommet des toits, la facture, je vous laisse imaginer le coût, mais on approchait quand même les 100 000 € de lavage. Donc, vu le nombre de cas qu'il y avait chez nous et de bâtiments qui étaient concernés, c'était plus possible. Également, il fallait passer par des systèmes d'appel d'offres, etc. Donc, en fait, ça a mis en arrêt tout le protocole de lavage. Et derrière, il a fallu trouver un moyen. Et donc, en fait, aujourd'hui, le lavage, si je dis pas de bêtises, chez nous, il est payé par les exploitants, mais en fait, et qui sont derrière indemnisés par les services de l'État, en fait, qui vont régler la facture à l'exploitant règle la facture de lavage. Et entre les deux, nous, c'est les banques qui ont fait le relais. C'est-à-dire que quand le lavage devait être fait, la banque avançait l'argent auprès de l'agriculteur. Et derrière, en fait, le mouvement se faisait dans ce sens-là, quoi. Et ce qui permettait justement de compenser ces problèmes pour que les lavages se fassent vite et que ça se repeuple vite. Et derrière, il y a 2 lavages qui se font à une vingtaine de jours d'écart. Ça, je suis désolé, j'y ai plus exactement en tête ces étapes-là. Je ne voudrais pas dire de bêtises non plus. Sachant que le protocole chez nous, du coup, ça, c'est vraiment un point noir, c'est que ça a énormément cafouillé là-dessus. Et donc, en fait, il a évolué un petit peu au fur et à mesure aussi. Donc, en fait, il y a 2 lavages. Il y a un lavage, il me semble, une quarantaine de jours après dépeuplement, suivi d'un deuxième une vingtaine de jours derrière. Et après, on peut de nouveau repeupler. Je ne voudrais pas dire une connerie, hein, mais grosso modo, voilà, il y a 2 mois, un peu de délai qui court le temps que les lavages se fassent. Alors maintenant, ça va peut-être mieux. Je ne sais pas comment c'est géré dans d'autres départements. Ça, je n'ai pas l'information. Donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, globalement, la situation normalement qu'on a connue, nous, qui était assez difficile au démarrage, qui était déjà de trouver les sociétés qui faisaient le lavage et derrière de le mettre en place avec les problématiques qu'on a rencontrées, ça a été levé, sachant qu'aujourd'hui, du coup, à la fin, nous, les bâtiments, ils n'étaient plus lavés en totalité, ils étaient lavés à 3 mètres de haut. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus, ça n'a pas d'intérêt d'aller nettoyer sous le toit. Hein. Enfin, il y avait une désinsectisation qui était faite très largement pour éviter les vecteurs. Mais après, je veux dire, le seul vecteur dans le temps, ça peut être du virus présent notamment dans un nodule. Et enfin, il n'y a pas de raison qu'il soit collé au plafond, quoi. Donc après, ils se sont mis à laver à 3 mètres. Ça a déjà bien réduit la note et la facture. Ça a facilité le truc et du coup, ça s'est fait comme ça. Mais ça, chez nous, c'est un truc qui a vraiment merdé. Et je voudrais pas dire de bêtises, donc il y a peut-être des personnes qui sont plus à même de le dire, et je pense qu'aujourd'hui ça se trouve assez facilement. Et voilà, je sais pas exactement comment ça se passe aujourd'hui dans les autres départements sur ce point-là, quoi. Et alors, on a 2 questions sur la conversation. On nous demande si un rappel de vaccin est prévu ou préconisé dans votre région. Ouais, ben. En fait, alors c'est pareil, là il y a ce que la loi dit et le principe écrit de base. En théorie, la vaccination, elle peut se mettre en place que dans le périmètre établi autour du foyer, sur une durée de 3 mois. S'il n'y a pas de nouveau foyer qui apparaît, normalement on n'est pas censé pouvoir revacciner. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est que normalement, le vaccin, il peut pas y avoir de revaccination moins d'1 an après vaccination. En théorie, c'est comme ça que c'est marqué dans les protocoles. La couverture vaccinale, nous, ce que nous ont dit encore la semaine dernière, les épidémios et notamment Declercq, nous ont dit que le vaccin, il était quand même garanti une année, bonne année. C'est-à-dire qu'en gros, dans leurs études, etc., qu'ils ont pu voir, ce qu'ils observent, c'est que le vaccin, il couvre quand même, il disait quasiment 1 an et demi. Donc, de façon, le produit est homologué 1 an, et c'est une vérité, il tiendrait quand même 1 an. La vache serait quand même bien couverte une année. Et donc, derrière, nous, aujourd'hui, on milite pour être de nouveau vaccinés. Apparemment, je ne veux pas m'avancer et dire de bêtises, mais normalement, on devrait pouvoir être de nouveau vacciné quand même. Des échos qu'on a aujourd'hui, ça devrait quand même pouvoir évoluer, on devrait pouvoir être vacciné. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait
une logique vaccinale quand même un peu plus forte qui soit mise en place. C'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui dans le sud de la France, c'est de vacciner, de faire vraiment un cordon vaccinal, quoi, d'arrêter de faire juste des ronds de 50 km et de garder une cohérence sur les territoires. Donc nous, ce serait de vacciner pleinement nos départements qui, pour une partie, sont pas vaccinés comme il faut. Et nous, localement, en tout cas, on pousse à ce qu'on arrive à vacciner quand même un peu l'est de la France, cette zone qu'on est avec l'Ain et en remontant derrière sur le Jura et sur le Doubs, quoi. C'est de garder cette cohérence-là. Nous, on aimerait être vaccinés au printemps parce que avant que les animaux sortent, parce que faire ce qu'on a fait cet été, c'est possible, mais c'est quand même pas à refaire tous les ans et c'est pas évident d'y mettre en place. Donc, je suis pas sûr que, encore une fois, pour que la vaccination soit mise en place comme il faut le faire efficacement. Et si on dit on revaccine l'été prochain avec des animaux dehors, sachant qu'il y a des endroits où on a des couloirs de contention en hélicoptère, enfin bref. Même les vétérinaires nous le disent, nous, on ne pourra pas refaire ce qu'on a fait. Nous, notre clinique, ils sont 12 vétérinaires ruraux. Ils disent, nous, on ne pourra pas mettre, comme on l'a fait cette année, 10 vétérinaires qui ont tourné tous les jours pendant 3 semaines pour faire ça. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'y arriver, et de faire des choses cohérentes quand même. Donc nous, voilà, on aimerait être vaccinés de façon quand même un peu plus globale et possiblement quand même avant la sortie d'hiver, de façon aussi à nous couvrir ces animaux qui aujourd'hui ne seraient pas couverts, quoi. Ces veaux, ces animaux sur lesquels on n'est pas certain qu'il y ait une couverture vaccinale, quoi. Voire, on nous dit globalement, ils en auraient pas, quoi, hein. Les scientifiques nous ont dit un peu, et c'est ce qu'on nous a dit la semaine dernière. Les veaux que vous avez vaccinés à J1, etc., après village, faut pas arriver avant les 5 mois avant 5 mois de vie, le vaccin n'est pas forcément très efficace, c'est ce qu'on nous a dit. Pas que ça crée forcément non plus de l'inquiétude, parce que ça représente pas la majeure partie des animaux. Mais donc voilà, aujourd'hui, nous, on est dans une situation assez saine. L'hiver est là, il n'y a plus de vecteurs. Au printemps, on se dit, pour repartir à zéro, on vaccine tout. On vaccine tous nos animaux, ceux qui l'ont pas été, etc. Et au moins, on repart sur une saison clean l'été prochain, quoi. Et le vaccin marche, hein. Je veux dire, ce qui a arrêté le truc chez nous, ce qui l'a contraint et ce qui a restreint la maladie, c'est effectivement ces dépeuplements pour éviter ces animaux qui portaient et qui étaient contaminants un peu en sous-marin. Mais ce qui a sauvé tout le monde, ça reste quand même la vaccination, quoi. On le voit sur les courbes, sur l'évolution des cas, etc., en parallèle de la vaccination. C'est ça qui a arrêté la maladie quand même. Ok, on a une autre question, c'est est-ce que c'est utile de désinsectiser les animaux en préventif? Ouais, ben oui. Après, aujourd'hui, vous le savez sûrement autant que moi, c'est pas évident d'avoir quand même des insecticides qui protègent, qui couvrent les animaux à 100%. Bon, les répulsifs, ça fait la part de travail que ça fait, mais c'est pas, on est quand même très loin du 100%. Et les insecticides qu'on met sur les animaux en couronne, hein, typiquement le Deltanil ou le Butox, c'est quand même un insecticide qui est pas qui fonctionne. L'animal pique et quand il repart, il meurt. Et malheureusement, l'animal qui arrive, la mouche, le thon par exemple qui arrive, l'insecte piqueur qui arrive, s'il est contaminé, il va piquer votre bestiole, il va la contaminer, après il va repartir, il va crever. Mais en attendant, il peut quand même contaminer. Donc nous, ce qu'on a fait chez nous, ceux qui pouvaient, c'était de foutre les animaux en bâtiment. Sans dire de refaire des mouvements, hein, mais ceux qui avaient les animaux qui sortaient le jour, etc., c'était de les confiner au maximum. Ça en a sauvé certains, nous, dans les zones qui ont été touchées. Ceux qui ont enfermé les animaux, globalement, alors pas à 100%, hein, mais ceux qui les ont enfermés, c'est ceux qui restent, hein, grosso modo, dans les secteurs très très proches. Donc ça a quand même eu un intérêt, puisque dans un bâtiment, il y a des insecticides, voilà, un peu d'ambiance, etc. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais moi je sais que chez moi on a désinsectisé les bâtiments, quoi, les murs, etc. On a mis régulièrement du Deltanil sur les vaches, on cumulait ça, on additionnait ça à du répulsif pour essayer de limiter. Après, on sait que malheureusement, on ne fait pas non plus du 100%. Donc ça a un intérêt, c'est sûr. Ça a sûrement sauvé des choses. Ça restera pas non. Je vais pas vous dire que c'est la solution miracle, quoi. Mais c'est important de le faire. Il faut mettre toutes les chances de son côté et il faut le faire.
Donc oui, il faut pas hésiter à y aller. Petite précision juste quand même sur ce qu'est la transmission par vecteur par insecte piqueur. Donc vous avez une vache malade, l'insecte piqueur arrive, il pique cet animal malade, il repart, il est donc contaminé, et il va transmettre à un animal. C'est-à-dire qu'en gros, s'il pique une vache derrière, donc le laps de temps, c'est quelques heures où il reste contaminant, il va la contaminer. Par contre, si cet insecte piqueur va piquer un mouton, un cheval ou ce que vous voulez, un humain, quoi que ce soit, en fait, quand il repart, il est sain parce que c'est son appareil piqueur, son appareil suceur qui est porteur de la maladie. Donc, il va piquer l'animal malade. Derrière, c'est ce qu'on dit, c'est des seringues volantes. Il repart. Il pique un autre animal, il se vide, il décharge. En gros, il se nettoie à ce moment-là. Si c'est sur un bovin, malheureusement, le bovin va être contaminé. Si c'est sur un autre animal, il ne sera pas contaminé. Et si c'est dans un laps de temps assez long, l'insecte piqueur sera normalement moins contaminant aussi. Voilà, ça c'est aussi important à avoir en tête. C'est pas comme d'autres maladies comme la FCO par exemple, où c'est l'insecte qui est porteur, en gros, qui est malade en gros et qui va répartir ça sur plein d'animaux. Voilà. Donc ça c'est quand même important à avoir en tête aussi. C'est pas et c'est un petit peu, enfin, faut voir ça un peu comme de l'espoir quand même. C'est que c'est pas non plus, voilà, ça part pas comme ça dans l'environnement n'importe comment. On arrive quand même à maîtriser le facteur contamination. Et mine de rien, il existe, mais il est quand même assez limité, quoi. Je veux dire, on arrive à le limiter quand même, quoi. Voilà. On a une autre question. Comment étaient gérés les effluents contaminés? Est-ce qu'il y avait un épandage et un enfouissement direct ou non? Alors chez nous, ce qui s'est passé, bon, la maladie apparaît, ils ont interdit les épandages. Ils ont tout interdit, donc il n'y avait plus d'épandage possible sur la zone complète. On s'est concentré sur le travail qui était dépeuplement, vaccination, etc. Mais en contrepartie, il y avait la problématique des fosses qui se sont remplies et notamment des effluents qui étaient sur les exploitations concernées. Le premier truc qui nous a été dit, ça a été dit il faut enterrer. En gros, si vous épandez, il faut que derrière ce soit enterré et que ça soit enterré à bonne profondeur, en gros. Et puis derrière, on nous a quand même dit que, grosso modo, entre 1 mois et demi et 2 mois après, si vous ne remettez pas de lisier, si vous avez des animaux malades, par exemple, et les effluents deviendraient contaminants que par le biais d'un nodule, donc c'est-à-dire que vous avez un morceau de tissu contaminé qui tomberait dans la fosse, c'est ça qui deviendrait c'est ça qui est contaminant. La maladie ne se développerait pas dans le lisier, en fait, ne se développe pas dans les effluents fumier-lisier, puisque le virus ne se développe que sur du vivant et ne se transmet que par l'appareil suceur. Donc, en gros, s'il y a croûte de nodule, il y a du virus. Une fois que la croûte est dans l'environnement, elle est contaminante. Mais après, ils nous disent que, grosso modo, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, alors ça, ils ont du mal à nous dire le chiffre exact, mais après, ce serait plus contaminant. S'il y a du compostage qui est fait, monté à très haute température, ça pourrait, ça dégrade aussi le virus. Sinon, c'est du chaulage. Donc, il nous avait dit au début, on va passer de la chaux, mettre de la chaux dans les fosses, etc. Mais vu les volumes de chaux qu'ils annonçaient, ça allait coincer parce que les fosses étaient déjà pleines. Donc, en gros, la chaux pouvait plus y rentrer. Et après, voilà, il y avait aussi une idée de thermiser. Donc, c'est passé dans des méthaniseurs. Mais en fait, dans des méthaniseurs, alors je maîtrise pas le sujet à 100%, mais qui ont des systèmes de chauffage, qui chauffent très très fort la matière, quoi. Pas un méthaniseur. Par exemple, dans un méthaniseur, on monte pas, on monte peut-être, je sais pas, à 40, 50 degrés, j'en sais rien comment ça marche. Mais en gros, il faudrait monter vraiment très haut en température pour que le virus soit dégradé. Donc en fait, le risque chez nous, en plus en été, c'était la multiplication des vecteurs, c'est-à-dire si on faisait des épandages de lisier, on allait multiplier les vecteurs, potentiellement on aurait eu plus de mouches piqueuses, etc. Donc il y avait une volonté de ne pas épandre pour éviter la multiplication des vecteurs. Maintenant, derrière, le risque de contamination par les effluents, il est quand même très limité, et les scientifiques nous l'ont dit, c'est assez anecdotique la transmission ou la contamination qu'il peut y avoir par le biais des effluents, puisque ces effluents sont contaminants qu'à partir du moment où, dans ces effluents, il y a du virus présent sur un tissu vivant, sur un nodule, une croûte, etc. Et donc, en fait, très vite, on a relativisé les choses quand même.
sur les exploitations concernées, il y en a certaines qui ont eu du traitement d'effluents, mais sur celles qui, du coup, chez nous, ça a quand même beaucoup pinaillé sur les lavages. Et donc, en fait, ils ont repeuplé vraiment très tard. On était plusieurs mois après. En fait, on a considéré que les effluents, ils étaient assainis, quoi. Donc après, il y en a sur lesquels ils ont été enfouis. Il y a une partie dans certaines exploites où il y a eu, voilà, il y a eu de la thermisation ou des traitements un peu spécifiques, mais globalement, ils sont plus porteurs, quoi. Après, en fait, même une prairie, vous avez des animaux symptomatiques qui pâturent, ils perdraient un nodule ou quelque chose, une croûte de nodule qui tombe, et ben en fait, la prairie deviendrait contaminante. Mais encore faut-il que la vache, qu'une autre vache arrive dans un délai court et ingère le virus. Donc là, on est quand même sur une chaîne de transmission qui est quand même beaucoup plus complexe. Le vecteur numéro 1, c'est l'insecte piqueur. Et derrière, voilà, sur les notions d'effluent, il y a un risque, il y a un certain risque, mais qui est quand même maîtrisé enfin mesuré, on va dire, et qui peut être assez facilement maîtrisé quand même, quoi. Voilà. Et on a encore une question. Pourquoi est-ce que la viande ne part pas en abattoir alors qu'elle est bonne? Ouais. Eh ben, ça, c'était. Alors, chez nous, la question, elle s'est posée plusieurs fois. On a interrogé quand même pas mal là-dessus. Il y avait la notion de déplacement d'animaux vivants, puisque si vous déplacez des carcasses, elles ne sont pas contaminantes. Donc, il y a eu un peu cette polémique dans le Cantal d'animaux qui auraient été issus d'abattage, enfin de dépeuplement DNC, qui seraient arrivés dans le Cantal. La vache, elle est contaminante quand elle est vivante. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le risque de déplacer des animaux vivants, c'était de maîtriser les insectes pendant le transport. Et pour les maîtriser efficacement, comme je vous l'ai dit, si on met des insecticides en couronne sur les vaches, normalement, il y a un délai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer la viande dans un délai court. Si on utilise des insecticides trop violents, honnêtement, c'est pas homologué. Et puis, en plus de ça, on se doute quand même que c'est pas très bon. Les insecticides qui étaient utilisés pendant les dépeuplements, c'est des insecticides qui sont quand même extrêmement forts. Et quand ils passaient les camions, donc ils désinsectisaient chaque carcasse avant de la mettre dans le camion. Et après, le camion était passé avec un pullevé, machin, un atomiseur ou quoi, au produit. Les mouches, elles tombaient à 30 mètres, quoi. Ça tombait les mouches partout dans le bâtiment. Enfin, quand on en prenait dans la gueule, je vous explique pas comme ça pique. Et donc, en fait, voilà, le risque de transférer des animaux morts, en gros, il n'y a pas de risque. Par contre, transférer et bouger des animaux vivants, en fait, ça revient un peu au même que créer des mouvements. Si pendant le transport, par malheur, il y a un vecteur qui arrive, qui pique et qui repart, il risque de contaminer d'autres animaux. On n'arrive pas à maîtriser ces insectes de façon trop efficace pour pouvoir derrière valoriser les carcasses en viande. Voilà. Et en plus de ça, accueillir ces animaux contaminés sur des abattoirs, ça nécessitait aux abattoirs déjà de vouloir le faire. Et concrètement, ils n'étaient pas tous, enfin, ils n'ont pas non plus envie de se foutre dans la mouise avec ça, parce que s'il y a un cas qui explose chez eux, derrière, l'impact est quand même pas évident. Et donc, derrière, il faudrait que ça oblige à ces abattoirs d'avoir des protocoles de ce jour-là, il n'y a que ces animaux-là qui arrivent, et derrière, on désinfecte tout de fond en comble. Il faut maîtriser aussi les insectes, comment les maîtriser. Et donc, en fait, voilà, il faut aller très vite quand on détecte ces cas pour éviter que la maladie se propage. D'autant plus en été avec les vecteurs. Et donc, du coup, la notion d'abattage éloigné dans des abattoirs, etc., elle n'était pas envisageable, quoi. Mais effectivement, ça aurait permis, notamment, bon, il y a une histoire de valoriser les carcasses et tout, qui est voilà, effectivement, qui est bonne. Et même pour l'éleveur, c'est moins violent de voir partir son troupeau dans un camion que de subir, en gros, l'abattage sur place, le dépeuplement sur place. Mais voilà, c'est pour ces raisons-là que ça n'a pas pu être mis en place. Et en plus, les mouvements, chez nous, on a quelques abattoirs sur le département, mais qui n'étaient pas en zone, qui n'étaient pas très proches, qui n'étaient pas dans les premières zones, qui étaient pour les plus proches 30, 40, ouais, une trentaine de kilomètres. Et donc, en fait, ça crée quand même des mouvements d'animaux qui étaient pas anodins, quoi, si on n'arrivait pas à maîtriser les choses. Donc, encore une fois, c'est une position de sécurité un peu totale qui est prise. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres que dans la salle? Oui, bonjour Bastien. Alors, c'est pas vraiment une question,
c'était pour te demander, parce que bon, là, on a parlé des insectes piqueurs. Par chez nous, il y a énormément d'éleveurs qui incitent justement à pas dire s'ils ont des cas chez eux. Donc, est-ce que tu pourrais aussi rappeler les autres facteurs de contamination qu'il y a, en plus des insectes piqueurs, pour bien expliquer comment la maladie est contagieuse? Bah, les deux gros phénomènes de déplacement de la maladie dans un périmètre très court, c'est effectivement les insectes piqueurs, les vecteurs, les seringues volantes. Dans un périmètre plus éloigné, c'est les mouvements. Et ensuite, et là, c'est plus difficile à mettre en lumière. Et aujourd'hui, on n'a pas. Alors, il y a peut-être des pistes, etc. Hein, mais grosso modo, donc il y a effectivement ces histoires de nodules. Donc une vache avec des nodules purulents, etc., qui toucheraient un autre animal, ça pourrait, ça crée de la contamination. En gros, si le tissu passe de l'un à l'autre, etc., le virus pourrait se transmettre. Dans les larmes des vaches, donc en fait dans les liquides, dans les larmes des vaches, nous les vétérinaires, ils ont fait beaucoup de prélèvements. Alors pas toujours en accord avec les services officiels, mais ils nous disent aujourd'hui après coup qu'ils ont fait plusieurs prélèvements, etc. Et notamment dans les larmes et dans les liquides, salive, etc., on trouve du virus. Donc, on est quand même sur une base de liquide vivant et donc potentiellement dans une auge, dans un bac à eau, etc., la contamination peut se faire également, quoi. Alors, c'est plus difficile à mettre en lumière. Il y a nous, des personnes qu'on a rencontrées en direct, qui nous le disent, mais ils ne le mettent pas en avant fortement. Mais dans un même troupeau, c'est quand même le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un animal malade dans un troupeau, il va présenter des symptômes. S'il n'y a pas de vecteur du tout, on assure 0 vecteur dans le troupeau, il y a un risque de contamination de l'animal aux autres par le biais justement de ces nodules, de la peau ou de liquide quoi, de l'animal dans les auges, dans le milieu quand même, quoi. Voilà. Donc il y a quand même une contamination qui peut se faire par ce levier-là, quoi. Il y a d'autres questions? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la maladie ne se transmette pas dans des zones non infectées? Réduire les mouvements. C'est ça. Si on veut éviter que la maladie elle saute elle parte ailleurs, déjà pour rebondir un peu sur la question d'avant, c'est surtout déclarer les mouvements. Et ça, même chez nous aujourd'hui dans notre secteur, il y en a encore un qui m'y a dit vendredi soir, et on en a qui appellent à rien dire. Mais pour eux, le jour où ça explose vraiment chez eux, et c'était le cas dans certains troupeaux où les gars n'ont pas accepté l'abattage immédiatement, chez nous, il y a des gens qui n'ont pas signé les arrêts d'abattage tout de suite, sans pour autant qu'il y ait de blocage, etc. Et l'administration n'a pas forcé à y aller immédiatement. Et puis en plus de ça, elle était débordée, elle n'arrivait pas à tout gérer. Donc du coup, c'est un peu comme ça que c'est passé la trappe. Il y a des éleveurs qui ont rappelé une semaine après pour dire là, il faut y aller, de toute façon, c'est foutu. Donc voilà, ça met quand même en lumière la gravité de la maladie. Donc c'est pour ça, déjà, pour l'éleveur concerné, il faut le dire, parce que derrière, on rentre quand même dans la boucle des expertises, des indemnisations, etc. Parce que nous, ceux qui ont été faire des expertises sur des troupeaux où les vaches, il n'y avait plus que les oreilles qui bougeaient, voire il y en a certaines, elles étaient déjà crevées, il n'y avait même plus moyen d'enlever les carcasses tellement elles étaient pourries. Là, moi j'ai un copain, il m'a dit, quand tu vois plus qu'une oreille qui bouge, pour estimer la valeur de l'animal, bonjour. Donc voilà, faut quand même, faut garder ça en tête. C'est déjà réussir à la détecter, à savoir où elle est, pour derrière mettre en place le protocole complet, être très strict sur les mouvements d'animaux. Et alors moi, idéalement, il faudrait plus bouger d'animaux, quoi, en fait, pour éviter qu'elles se transmettent. Maintenant, on sait tous que, c'est toujours pareil, il y a un peu une notion de balance, le pour, le contre. Tant que c'était que chez nous, que c'était que à l'échelle de nos départements, voilà, je veux dire, on peut mettre une pression forte et nous mettre sous cloche et terminer. Et comme ça, on préserve économiquement. C'était plus judicieux, en gros, de nous tenir chez nous et de nous faire subir, entre guillemets, et derrière de laisser l'économie tourner. Il y avait quand même une vraie vérité là-dedans.
Aujourd'hui, à mon avis, il faut quand même réfléchir à limiter au maximum les mouvements, en tout cas dans les zones proches et même plus éloignées, hein, parce qu'il y a des animaux qui bougent énormément. Et ça, il faut absolument qu'on y arrive. Et on se rend compte qu'on n'a pas la main aujourd'hui sur les mouvements. Nous, on ne sait pas comment c'est arrivé chez nous. Il n'y a personne qui est capable aujourd'hui, dans les premiers foyers qui sont sortis, il n'y a aucun mouvement qui remonte d'Italie. Donc on ne sait pas d'où elle est venue, cette maladie, chez nous, comment elle est arrivée sur nos départements, sur nos secteurs, on n'arrive pas à le savoir. Et ça, on arrivera à limiter ces sauts de maladies sur des longues distances que si on réduit les mouvements et si les gens sont honnêtes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus interdire à tout le monde, enfin, c'est déjà très dur pour les personnes en zone, pour les exploitations, pour ceux, notamment en allaitant, etc., hein, qui commercent des animaux sur pied. C'est extrêmement difficile de tenir si les mesures durent dans le temps. Nous, on l'a vu chez nous aussi, hein, très vite, on est entré dans des négociations pour réussir à obtenir des mouvements, enfin des dérogations de mouvements d'animaux, etc., pour permettre aux exploits quand même de continuer à tourner et puis aux éleveurs de souffler un peu. Oui, les gars, ils allaient traire au pot. Il y en a, ils avaient 15 vaches taries qui avaient vélé dans l'été et qu'ils allaient traire au pot tous les jours, machin, en plus du reste, et pas pouvoir bouger les bestioles, d'aller mettre des râteliers, des machins. Et aujourd'hui, c'est encore pire pour ceux qui ont des animaux dehors parce que tu peux pas les rentrer dans tes bâtiments. Donc, c'est encore une autre complexité. Donc, il faut être très strict là-dessus. Il faut pas céder à la peur, malheureusement. C'est très dur pour un éleveur de voir ses animaux. Des fois pas très bien lotis parce qu'ils sont en zone de foyer et donc on est tenté de les ramener pour dire déjà voilà, que ça aille mieux pour les bestioles concernées et en plus on veut les protéger en les éloignant de la zone. Et en fait, chez nous, ça a porté préjudice quand même à certains qui, au lieu de perdre quelques animaux qui étaient dehors, ils ont perdu le troupeau complet parce que derrière, la maladie est arrivée chez eux. Ça a fait en plus un saut, ça a des fois contaminé les voisins. Donc, il faut être très strict sur les mouvements et ça, c'est le truc très important. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il faut bloquer tous les mouvements sur la France parce que, économiquement, et même pour les éleveurs, hein, supporter l'échelle nationale, c'est pas évident. Puis derrière, ça a une vraie incidence économique quand même, quoi. Je veux dire, il faut réussir à l'avoir en tête. Mais localement, il faut absolument, absolument, absolument limiter au maximum les mouvements et surtout que les gens ils continuent à le dire. C'est sûr que c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai eu une suspicion chez moi après la vaccination qui s'est révélée être un effet secondaire du vaccin. Quand vous voyez la bestiole qui a des nodules et que vous appelez le veto, vous savez plus ce que vous faites, quoi. Enfin, moi, quand j'ai raccroché d'avoir appelé pour cette suspicion et qu'on vous dit on passe cet après-midi, c'est dur, quoi. Les heures sont longues et ça fait peur. Mais il faut continuer à le dire, quoi. On est obligé. C'est comme ça qu'on arrivera à en sortir. Et aujourd'hui, les éleveurs qui ont été touchés chez nous, on veut pas. Ils témoignent de plus en plus en ce moment au vu de ce qui se passe dans l'actualité, mais c'est pas évident d'aller dire à un éleveur qui a été touché. Je veux dire, ils ont déjà subi un traumatisme qui est tel que c'est pas évident de les faire témoigner. Et nous, on veut pas non plus qu'ils se retrouvent dans le bazar aujourd'hui qui se passe entre les insultes et les machins de certains qui perdent toute valeur et qui n'ont plus aucune notion d'humanité dans ces instants-là, quoi. Donc, à mon avis, oui, les mouvements, c'est le truc qu'il faut absolument, en mettant en parallèle une vaccination efficace en place et en continuant, c'est le triptyque, quoi. Malheureusement, avec une partie très difficile sur un point et des parties assez contraignantes sur les autres. Mais c'est de réussir à mettre ça en place de façon très stricte pour s'en sortir le mieux possible, quoi, et éviter que ça gagne encore du territoire. Et voilà, ça, c'est un peu la solution, quoi. On a encore une question. Est-ce que les épidémios vous ont parlé de risque de résurgence de la maladie dans les années à venir? Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que plus c'est fait efficacement, moins ça réapparaît. Plus le protocole est assoupli et moins il est respecté de façon stricte et cadrée, plus ça réapparaît. Typiquement, voilà, nous on sort. Typiquement, on a aujourd'hui notre exemple chez nous où tout se met en place très vite. Alors il y a le délai quand même d'attente du vaccin qui est assez long, qui au final revient à une durée à une durée d'immunité du vaccin. C'est-à-dire qu'on a perdu en gros une première période comme ça qui a permis l'extension de la maladie. Et derrière, donc on a ce cas-là quand même chez nous où, en plein milieu de l'été, avec la présence de vecteurs, etc., on éteint les foyers et la vaccination qui se met en place, il n'y a quand même plus rien qui apparaît sur la fin de l'été et l'automne. Donc ça montre quand même qu'on a réussi
j'ai envie de dire à l'éradiquer. Nous, on a envie d'y croire, quoi, de se dire qu'on s'en est débarrassé. Maintenant, effectivement, on n'est pas sûr à 100%, comme je vous l'ai dit, que tous les animaux soient couverts et qu'il n'y ait pas des animaux un peu voilà, suspicieux en sous-marin. Il y a peut-être aussi des endroits où les cas ont peut-être pas été déclarés. Ça, je veux pas le dire, hein, mais il y a peut-être, enfin, c'est aussi de ça qu'il faudra s'inquiéter. Et puis, ils nous disent que voilà, dans les pays qui s'en sont le mieux sortis, c'est la Bulgarie où ça a été très strict et derrière la maladie, en quelques mois, elle disparaît, on revaccine et elle n'apparaît plus. Et il y a d'autres endroits, ils citent la Grèce notamment, où là, ils n'arrivent pas à passer 60% de vaccination et où ça traîne et où ils revaccinent plusieurs années d'affilée et où de temps en temps, ponctuellement, pouf, 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 ça réapparaît, une bestiole, un machin, un truc, on recrée un foyer. Et encore une fois, avec ces animaux asymptomatiques qui sont problématiques. Vous avez un lot avec une bestiole qui est asymptomatique, elle va émaner du virus dans l'environnement, contaminer ses congénères, etc., qui ne mettront pas forcément de symptômes immédiatement, voire des fois qui n'en mettront pas du tout, ou des tout petits qui vont apparaître et disparaître. Et si on n'a pas un suivi fort là-dessus et une détection rapide, ben, derrière, ça part ailleurs, ça va partir potentiellement chez les voisins. Et si vous êtes en fin de période d'immunité vaccinale, si vous êtes à un endroit où la vaccination justement n'a pas été faite à 100%, ben, derrière, ça repart, quoi. Avec l'incidence autant sur l'élevage et les animaux en matière de dépeuplement, voire d'atteinte de la maladie, et derrière les incidences économiques dues à la mise en place du triptyque et des normes restrictives, quoi. Ouais. Mais le mieux, voilà, moi je vous conseille dans vos réseaux, etc. Et nous, c'est ce qui, déjà, nous a fait du bien et a fait du bien aux éleveurs. En premier lieu, a fait du bien aux éleveurs qui ont dépeuplé et qui ont perdu leurs animaux, qui ont fait du bien à nous en tant que responsables agricoles, etc., dans les réunions, dans tout ça, déjà de comprendre comment fonctionnait la maladie pour pouvoir l'expliquer et nous de pouvoir prendre certaines décisions quand même. Et aujourd'hui, on le fait dans nos réseaux localement, dans les AG, des trucs comme ça. Nous, on témoigne, mais on essaye au maximum de faire témoigner des éleveurs qui ont été touchés, dans le respect toujours de ces éleveurs et en les préservant au maximum de ça, pas que ce soit trop lourd pour eux. Et on essaye au maximum de faire intervenir des scientifiques et des épidémios qui sont des gens très calés, qui ne sont pas des grands communicants forcément, qui par eux-mêmes ne disent pas on va aller sur le territoire, machin. Voilà, c'est pas des grands, ils vont pas revendiquer des choses. Par contre, quand on leur pose des questions, ils répondent. Mais encore faut-il être capable d'accepter d'entendre certaines réponses, quoi. Parce qu'effectivement, il y a des réponses qui ne sont pas sur les mesures de dépeuplement. Nous, on a passé tout l'été et on les a encore questionnés la semaine dernière là-dessus. Mais quand la réponse est toujours la même et quelle que soit la personne qu'on a interrogée, à condition d'avoir quand même les bonnes personnes, parce qu'il y a des pseudo-vétos, chercheurs et scientifiques. Bon, aujourd'hui, toute la population est vétérinaire quand même, hein, quand on entend les choses et nos voisins des fois qui nous racontent les trucs. Et voilà, il faut encore quand même se poser sur les personnes qui sont certifiées et on a tout intérêt à le faire aujourd'hui avec cette crise et puis demain avec les problématiques qu'on peut rencontrer au niveau agricole, quoi. Il y a encore une question, ou deux questions même par une même intervention. La question de l'immunité collective, est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement laisser la maladie se développer pour que les troupeaux s'immunisent et est-ce que vous n'avez pas des craintes qu'en repeuplant avec des animaux qui arrivent d'ailleurs, finalement d'importer la maladie chez vous, quoi? Ouais, je vais commencer par répondre à la deuxième question, puis après je répondrai à la première. Sur la partie de ramener des animaux chez nous, effectivement, du coup, nous, on aurait dû repeupler avec des animaux qui n'étaient pas vaccinés. On n'aurait pas pu vacciner là-haut les animaux qui seraient venus, par exemple, du Jura ou du Doubs, parce qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas concernés par la maladie, et donc on aurait créé des zones vaccinales là-haut. Donc, du coup, nous, dans le repeuplement, au début, on aurait dû ramener des animaux chez nous non vaccinés, les vacciner chez nous. Pour les éleveurs, honnêtement, c'était très difficilement acceptable parce que potentiellement, la maladie, on n'est pas sûr de l'avoir éteinte quand même à 100%. On est dans un délai relativement court après dépeuplement quand même. Et donc, ramener des animaux sains dans ces zones-là, les éleveurs, ils disaient vous êtes bien gentils, mais moi, si on m'amène un troupeau et puis que 15 jours après, il faut de nouveau dépeupler un troupeau qui vient d'arriver, qui était sain, voilà, ça fait chier. Donc, du coup, nous, localement, on a quand même, du coup, c'est un peu un mal pour un bien, mais au final, on a repeuplé avec des animaux vaccinés. Donc, en fait, la question s'est moins posée, ça a été plus rassurant pour tout le monde. Aujourd'hui, notre inquiétude, c'est effectivement
de pouvoir revacciner pour se protéger dans le long terme, pour justement aussi se protéger par rapport à ces arrivées d'animaux. C'est-à-dire qu'on a des animaux, nous, qui montent en estive, dans les alpages, etc. Je ne peux pas vous ressortir les chiffres comme ça, mais on a, je crois, 24 départements quand même qui nous montrent des animaux chez nous, sur nos secteurs, là, Savoie et Haute-Savoie. Donc potentiellement, c'est des animaux qui peuvent arriver d'ailleurs dans des endroits où la crise peut éclater avec des animaux malades. Et donc si nos animaux à nous sont plus couverts, ça peut réapparaître. Et on a effectivement cette crainte aussi que ça recrée des zones chez nous et des contraintes, etc. Et que derrière, voilà, c'est un cercle vicieux. Après, il faut s'en redébarrasser, etc. Bref. Donc effectivement, aujourd'hui, nous, on a cette crainte-là que la maladie revienne. C'est pour ça qu'on s'est toujours battu dans une notion d'éradication. Et survivre avec la maladie, nos filières, en gros, ne peuvent pas le supporter. C'est-à-dire qu'on n'est pas nos pays européens et nos systèmes d'élevage français fonctionnent avec des animaux plutôt à fort potentiel productif, à haut niveau de production. Et là, on est sur des maladies exotiques qui, dans certains endroits, se promènent entre les animaux et ont parfois du coup un peu ce phénomène d'immunité collective, mais avec des attentes vis-à-vis des exploitants agricoles sur ces secteurs qui ne sont pas celles qu'on a nous aujourd'hui dans nos systèmes et que nos systèmes ne peuvent pas supporter, en sachant que dans ces pays-là, ils ont la difficulté à éteindre cette maladie qui est apparue dans les années 1930 parce qu'ils ont des réservoirs sauvages avec des animaux, des zébus, des buffles, des choses comme ça qui sont à l'état sauvage et qu'on n'arrive pas à contrôler, comme c'est le cas chez nous par exemple avec la brucellose sur les bouquetins par exemple. Voilà, c'est une faune sauvage qui est difficilement contrôlable. Là, la différence, c'est que chez nous, on a quand même la possibilité d'éradiquer véritablement, à condition de mettre en place les protocoles stricts rapidement et de ne pas en déroger, comme ça s'est fait en gros sur nos départements. Et vivre avec, en fait, on nous explique que dans les pays qui vivent, entre guillemets, aujourd'hui avec, et qui essayent des fois de rattraper pour certains, donc notamment de l'autre côté de la Méditerranée, mais en Turquie, etc., qui essayent avec le vaccin de l'endiguer, en fait, la maladie, elle circule. Quand elle est présente à grande échelle, elle circule. Avec le vaccin, pour l'arrêter, c'est quasiment impossible. En plus, ça coûte, il faut pouvoir le faire, etc. Et plus la maladie tourne et plus vous refaites de la vaccination, plus c'est difficile de le faire efficacement. Et donc, du coup, en fait, ils ont une perte récurrente de 5% d'animaux en termes de mortalité, avec des taux de morbidité d'animaux zombies qui sont de l'ordre, alors là, les valeurs fluctuent pas mal, mais ils disent dans l'ordre de 20-25% d'animaux qui sont dans des états de morbidité et donc improductifs, qui en plus peuvent être contaminants, qui sont plus vaccinables parce que le virus a été tellement fort, alors ils développent une immunité, mais en attendant, ils ont toujours un peu de virus qui peut se promener, ils sont contaminants plus ou moins longtemps suivant l'individu, suivant son immunité individuelle. Donc en fait, vivre sur le long terme avec, c'est pas chacun a son avis, mais c'est ce que les scientifiques et épidémiologistes disent aujourd'hui, c'est que c'est impossible de vivre avec, en tout cas dans nos pays et dans les systèmes de production qu'on a, parce que les pertes en termes d'animaux sont énormes, parce que les pertes en termes de production avec des animaux improductifs sont énormes, et que derrière, grosso modo, ce qu'ils voient dans les autres pays qui aujourd'hui fonctionnent avec cette maladie, et pour certains pays qui étaient vraiment dans un fort développement de l'élevage, ils ont perdu grosso modo 30% en production de viande et en production de lait à l'échelle nationale, ce qui est monumental, quoi, je veux dire. Et derrière, dans la durabilité de nos systèmes, vivre avec, c'est impossible. Et en plus de ça, il y a ce côté vicieux, il y a cette expression de la maladie qui n'est pas la même partout et qui est irrégulière, avec des troupeaux qui vont être impactés. Voilà, nous, on a vu des lots à plus de 50% de mortalité. Quand chez le voisin, la maladie s'exprimait sur un animal et semblait des fois disparaître, enfin pas disparaître, mais où les signes n'étaient plus forcément visibles des fois au moment du dépeuplement, alors que d'autres vaches en parallèle allaient mettre des nodules, etc. Donc en fait, c'est tellement irrégulier que potentiellement vous allez réussir peut-être à vivre avec, mais vos deux voisins vont en crever. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri que 2 ans après, ça vous retombe sur le coin du nez. Et puis, ce coup-ci, vous y passez. Et on sait tous que c'est une maladie qui atteint vraiment l'animal. Les signes visibles, c'est des signes extérieurs qui sont souvent quand même des signes
un peu finaux de la maladie, hein. On est un peu sur le stade terminal, quoi. Mais il y a énormément de signes aussi qui sont visibles dedans. Typiquement, l'animal qui a été détecté dans le Rhône sur la chaîne d'abattage au Cuiseau, c'est un animal qui était atteint à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire qu'il présentait pas spécialement de signes extérieurs. C'est sur la chaîne d'abattage qu'ils ont vu justement un animal qui était atteint sur ses organes. Et en général, ce que disent les vétos et les scientifiques, c'est que le nombre d'animaux touchés à l'intérieur est énorme, quoi, en fait. Et ils s'en sont rendus compte, notamment dans les pays des Balkans, où les années qu'on suivi, dans les pays qui n'avaient pas adopté un protocole strict et notamment de l'abattage partiel, ils ont balancé des carcasses à tour de bras qui étaient pourries à l'intérieur et ils se sont rendus compte que justement, voilà, il y avait un vrai pourcentage d'animaux qui avaient été touchés par cette maladie et qui n'avaient pas forcément exprimé. Ce qui explique aussi la difficulté qu'ils ont eu à s'en débarrasser, quoi. Et là, sur la question de vivre avec ou d'immunité un peu collective, aujourd'hui, moi je m'exprime en ma personne et en tout cas en nous ce qu'on a vu, etc. C'est pas possible, enfin c'est pas entendable. Et puis derrière les systèmes d'indemnité, d'indemnisation, de compensation pour les filières, pas forcément pour les éleveurs, mais pour les filières, pour les COP, pour les produits, pour tout ça, pourront pas suivre parce que ce sera tellement inégal d'un endroit à un autre, d'une exploite à l'autre, d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre, qu'on n'arriverait pas à identifier voilà, de quel impact la maladie a fait sur ces secteurs, sur les filières. Donc en fait, moi j'ai envie de dire, c'est une utopie de croire on peut vivre avec et atteindre de l'immunité collective parce que les dégâts ils vont être monstrueux, colossaux, et derrière, c'est terminé. Faut pas espérer sans se débarrasser, quoi, en gros. Et ça, c'est ce que les scientifiques disent. Une fois si vous voulez vivre avec, après, il faut vivre avec. Par contre, nos voisins, ils la veulent surtout pas. Ils voudront plus de nos produits. Déjà aujourd'hui, dans la situation qu'on est, c'est pas évident, même s'il y a des accords qui ont pu être quand même un peu trouvés avec certains pays. Mais voilà, l'impact, il est énorme, quoi. Et donc vivre avec ou se baser sur l'immunité collective, moi, à mon avis, aujourd'hui, il vaut mieux quand même prôner l'éradication, hein, parce que nos systèmes, nos exploitations, individuellement, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous la même force à lutter contre cette maladie qui nous touchera à titre individuel, au-delà même de nous toucher collectivement, quoi. Rémi, tu as levé la main. Ouais, juste une question. Tu parlais du prix de la vaccination. Est-ce que vous avez une idée du coût que ça pourrait avoir? Parce que jusqu'à présent, je pense que c'est pris en charge par l'État. Mais une dose pour une bête, quel serait le coût à l'avenir? Parce que ça ne va pas durer éternellement, je ne pense pas, l'indemnisation par l'État. Donc voilà, si tu avais cette info-là. Moi, j'ai entendu des choses, mais je vais pas dire. Je vais pas dire le montant parce que j'ai entendu pas mal de choses. Donc, je sais, j'ai pas l'information officielle. En tout cas, c'est sûr que ça a un coût, que c'est un vaccin qui aujourd'hui était produit que par 2 laboratoires, notamment en Afrique du Sud, je crois. Donc voilà, ça représente quand même des coûts assez importants et il y a la difficulté aussi à obtenir des doses quand même, hein. Aujourd'hui, on peut pas vacciner, on n'a pas les doses pour vacciner la France complète ni des zones très larges, hein. Elles arrivent un peu au compte-gouttes, donc c'est aussi important justement de mettre en place une stratégie vaccinale adaptée à nos moyens de vaccination. Effectivement, aujourd'hui, les vaccins sont pris en charge par l'État. Nous, la vaccination a été prise en charge au niveau des vétérinaires aussi par l'État, donc ça nous a vraiment rien coûté, hein. Zéro reste à charge, quoi. Maintenant, effectivement, si ça dure, je pense que, comme partout et comme pour toute chose, l'État va tirer un peu le frein. Donc c'est aussi peut-être un enjeu de dire il faut s'en débarrasser rapidement, mettre le paquet tout de suite. Alors ça veut dire autant l'État mettre le paquet sur une vaccination plus globale et veiller à ce qu'elle se fasse comme il faut pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et éviter les préjudices à long terme. Et puis nous aussi, collectivement, d'être capable de le faire et de l'appuyer. Mais effectivement, le prix, je vais pas le dire. J'ai entendu certaines choses, voilà, je sais pas. On a une question. Suite à cette maladie et le repeuplement, pensez-vous qu'il y aura un changement fort de production, peut-être un dérèglement des filières dans votre département, baisse de production laitière et forte augmentation du système bovin allaitant? Non. Chez nous, on est sur des départements qui sont laitiers, hein, laitiers avec filière fromagère. Donc, on livre du lait dans des
quasiment que des outils coopératifs derrière, voilà, qui sont valorisés en fromage au PIGP. Nous, la maladie, du coup, s'est exprimée localement sur 2 secteurs où il y a eu où ça a fait des ravages. Sur un des secteurs, le secteur Faverges, Lac d'Annecy, c'est une très grosse COP avec un gros industriel fromager. Et donc, en fait, ça s'est pas connu, grosso modo. Et malgré le dépeuplement, etc., ça c'est aidé un petit peu par le biais aussi d'une année laitière. Hein. Donc, globalement, tous les éleveurs disent quand même que ça fait du lait assez facilement. Donc, en fait, ça a comblé, ça a lissé le truc. Sur le secteur cessant, à cheval entre la Savoie et la Haute-Savoie, toujours dans l'avant-pays au Savoyard, là, ça a touché 3 COP. Une COP assez conséquente qui du coup dit, comme l'autre, que par l'augmentation de production due à une bonne année, etc., le repeuplement du coup qui a été rapide avec des éleveurs aujourd'hui qui disent, alors je dis pas que c'est vrai chez tout le monde, parce que c'est des fois aussi ce qu'on nous reproche aujourd'hui, c'est pas tout beau, tout rose chez tout le monde, il y a encore du boulot à faire. Il y aura encore du boulot dans le temps, mais grosso modo, ils refont quand même du lait et dans des niveaux, pour la plupart, qui disent et qui jugent satisfaisants. Aussi aidés par une bonne année laitière. Donc, cette COP dit que ça va, et on a 2 autres COP qui ont par contre perdu quand même un peu de monde, et une notamment où il y a pas mal d'éleveurs qui étaient justement en fin de carrière et qui sont pas repartis, donc qui va perdre un peu de volume, et c'est sur cette coopérative-là qu'il va falloir aider, épauler, essayer peut-être de faire justement un peu de transmission aussi, et peut-être que ces outils-là, même s'ils sont pas repartis aujourd'hui à l'instant T, ils pourront peut-être repartir demain si les éleveurs ont quand même la volonté d'accompagner quelqu'un à se lancer. Donc aujourd'hui, chez nous, l'impact il est extrêmement limité au final. Au niveau filière, etc., on a eu très peur avec les produits qui ont été bloqués en début de crise. C'est ça qui nous a plus fait peur parce que en fromage, vu qu'ils avaient pris des délais où ils remontaient avant l'apparition de la maladie, etc., pour bloquer les produits et que les produits étaient bloqués au début pendant plusieurs jours et semaines, c'est ça plutôt qui a fait peur, parce que là, il y avait une vraie perte de production. Maintenant, sur le nombre de troupeaux touchés, des troupeaux laitiers, on est à une quinzaine de troupeaux laitiers qui a été dépeuplés. Donc, par contre, ça représente un gros volume d'animaux, puisque les troupeaux laitiers, c'est souvent chez nous des unités, on est à peu près autour de 60 animaux. On a des troupeaux qui ont été dépeuplés à 80, 100 animaux laitiers. Mais grosso modo, voilà, ça touche une quinzaine, une vingtaine d'exploitations tout au plus pour ceux qui ont perdu quand même des vaches taries en nombre ou des génisses. Mais globalement, les exploitations aujourd'hui sont quand même bien accompagnées par le collectif. Psychologiquement, les exploitants sont accompagnés. Et en fait, entre filières, nous, il y a aussi un soutien très fort. C'est-à-dire que nous, c'est beaucoup les secteurs IGP qui ont été touchés, donc l'avant-pays, et Mental, Tom, Raclette. Et on a un soutien d'autres filières qui n'ont pas été touchées, voilà, d'autres outils plus éloignés dans la OP, Abondance, Reblochon par exemple, même s'ils ont été touchés un peu dans le Reblo, mais voilà, Beaufort, etc. Tous ces produits, ces autres filières qui étaient un peu plus éloignées sur le département, qui n'ont pas été impactées, qui aujourd'hui jouent un jeu, qui jouent le jeu de la solidarité envers ceux qui ont fait le boulot cet été. Et donc au final, chez nous, ça ne remet pas en cause le système. La psychose, ou en tout cas le mal psychologique fait aux éleveurs, a quand même été relativement maîtrisé. On espère aujourd'hui, du coup, que ça ne repartira pas dans l'autre sens avec ce qui se passe à l'échelle nationale. Et on essaye justement d'essayer de calmer le jeu, d'apaiser chez nous aussi pour pas que les éleveurs revivent une deuxième fois le préjudice moral et que du coup ça pèse sur l'avenir de nos filières d'élevage bovin. Aujourd'hui, chez nous, en tout cas, non. La question, elle ne se pose pas. Il n'y aura pas d'impact. Si on en reste là, il n'y aura pas d'impact, très honnêtement. Il y a d'autres questions? Dans la salle, non. Moi, j'en ai une. Ah, allez-y. Par rapport à vous disiez au mouvement d'animaux, vous disiez que dans votre secteur, il y avait beaucoup de mecs qui émanaient des estimes. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ces animaux soient automatiquement vaccinés avant d'arriver pour éviter que ça reparte, la maladie? Aujourd'hui, oui, nous, c'est ce qu'on aimerait. Hein. Concrètement, c'est ce qu'on aimerait. Après, voilà, c'est plus un problème un peu de législation à ce niveau-là.
suivant d'où viennent les animaux et sur des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas dans des zones vaccinales, en fait, ils n'ont pas accès légalement à du vaccin. Et donc, du coup, ça créerait aujourd'hui, tel que la législation est faite, ça pourrait créer donc des zones vaccinales dans les secteurs de provenance de ces animaux et donc derrière toutes les complexités qui émaneraient de ça. Mais effectivement, nous, on aimerait que les animaux qui arrivent chez nous soient vaccinés, comme il y a eu un peu le souci où nous, on a vacciné des animaux cet été qui sont descendus en zone indemne. En soi, ça pose pas de problème. Mais voilà, c'est ce qu'on a fait un peu dans l'autre sens. On aimerait que quand ils reviennent, ils soient vaccinés. Ou alors, quand ils arrivent, si la situation est maintenue et qu'il n'y a pas de cas, le risque est quand même assez faible de les vacciner à l'arrivée. C'est vrai que ça fait une période d'incubation de 28 jours. C'est pas idéal. Il vaudrait mieux qu'ils arrivent vaccinés, immunisés. Mais ça reste encore acceptable. Voilà, si vraiment on n'arrive pas à négocier et tout, ça reste acceptable. Maintenant, ce qui est plus sur les mouvements, voilà, c'est aussi d'avoir la capacité à les identifier et à savoir. Parce qu'on s'est rendu compte justement qu'il y avait pas mal de mouvements qui n'étaient pas déclarés et qu'il y avait des animaux qui étaient là et qu'on ne soupçonnait pas d'être là, quoi. Et c'est là que ça, c'est plus difficile. Tant qu'on arrive à maîtriser, à savoir où sont les cas, à savoir quels sont les animaux présents et si on les vaccine, s'ils sont vaccinés, oui ou non, après, on arrive déjà mieux à travailler. Effectivement, si on arrive à vacciner les animaux qui reviennent chez nous avant qu'ils arrivent, c'est que mieux. Maintenant, si c'est voilà, ce serait mieux. Ce serait mieux. Ça sera peut-être un détail si la situation est bien tenue, quoi. Mais ce serait mieux, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est clair pour le monde? Connecté également, pas de levée. En ligne, il n'y a pas d'autres questions? Regarde s'il n'y a pas des mains levées. A priori, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut te remercier, un immense merci d'avoir partagé ton expérience, votre expérience collective dans les CEVOA. Vous remercier pour le travail que vous avez fait cet été. Je pense que tous, quand on entend ton témoignage, on peut être que solidaire et reconnaissant du travail que vous avez engagé. D'appeler à l'apaisement dans la situation qu'on connaît, parce que effectivement on est dans une forme d'embrasement qui n'est pas bonne pour gérer du sanitaire, et donc ton témoignage amène de l'apaisement, de la pédagogie, et donc un immense merci pour ton apport ce matin. J'espère que pour tous ceux qui se sont connectés et qui auront présents, ça aurait été un moment intéressant et que tout le monde aura trouvé les réponses aux questions qui se posent. On s'en pose tous, ce qui est complètement légitime, donc en espérant que ça ait répondu aux demandes. Ce tal-là sera accessible et diffusable sur les plateformes de replay. Donc moi, je vous invite dans vos entourages, à toutes les personnes qui se posent des questions, à inciter à regarder, à s'informer, à se questionner sur le sujet. Et personne n'a de certitude, donc on a besoin tous de se renseigner de façon la plus objective possible dans la situation dans laquelle on est. Donc, encore merci à tous ceux qui se sont connectés de prendre le temps de se questionner sur pour la reconnaissance pour le travail qui a été fait, et on vous apporte tout notre soutien par rapport à ce que vous vivez également aujourd'hui, avec un contexte qui n'est pas aussi facile que celui qu'on a peut-être chez nous aujourd'hui dans nos réseaux. Et voilà, en tout cas, restez courageux, restez forts, gardez la tête froide, et vous avez tout notre soutien, et on croit en vous pour continuer dans la lutte contre cette maladie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous.